L'histoire commence par un accident de voiture. Quelqu'un demande s'il faut sauver leur patronne. Le type essaie de la réanimer, mais il n'est pas sûr de vouloir vraiment qu'elle se réveille. Elle lui a fait faire des heures folles, alors c'est peut-être juste le karma. Malgré tout, il pense que la sauver pourrait lui valoir quelques bons points. Il se penche plus près de ses lèvres quand soudain une lumière dorée tombe du ciel et pénètre dans son corps. Il grommelle que si elle meurt, il ne saura même pas à qui se plaindre, mais admet aussi que ses lèvres sont plus douces qu'il ne l'avait prévu. Elle ouvre soudainement les yeux. Il rougit alors qu'elle le fixe, lui demandant s'il cherche la mort. Un message du système apparaît, disant qu'il a surpris l'impératrice et qu'il a gagné une apparence divine. Le protagoniste est confus à propos de la voix quand une jambe arrive sur lui. Au lieu de simplement donner un coup de pied, elle le torture d'une manière cruelle. Il s'échappe en utilisant le jujitsu et fuit cette patronne terrifiante. Elle crie qu'il subira un châtiment divin tandis qu'il lui répond qu'elle s'est seulement évanouie parce qu'elle s'est cogné la tête et demande ce qui se passe. L'un remarque quelque chose d'étrange. Elle ne peut pas utiliser sa véritable énergie. Notre garçon est écrasé sans pitié et lui dit qu'elle devrait vraiment aller à l'hôpital, complètement perdue, se demandant où elle est et pourquoi toute son énergie a disparu. Un saut dans le temps nous amène chez le protagoniste. Il rentre à la maison après une autre journée épuisante et veut juste se reposer. Il trouve son ami Joufflu en train de se prélasser et demande s'il reste de la nourriture. L'ami ne fait que le taquiner, lui demandant si la méchante patronne l'a épuisé. Mais soudain, il se fige et laisse tomber la canette qu'il tient. Confus, le protagoniste demande ce qui se passe. C'est alors que la patronne entre dans la maison, regardant autour d'elle et demandant si cette minuscule cage est ce qu'il appelle un appartement. Le protagoniste exige de savoir pourquoi elle est là, tandis que l'ami Joufflu murmure qu'il devrait au moins l'avertir avant d'amener une fille. La patronne s'en fiche et avertit que s'il ne fait pas attention, il subira un châtiment divin. Puis elle saisit soudainement la main de Lewis et lui dit de venir avec elle. La voyant couverte de sang avec des vêtements déchirés, l'ami Joufflu suppose qu'ils sont en train de faire quelque chose d'interdit. Dehors, notre garçon se plaint que même s'il est son subordonné, elle ne peut pas simplement débarquer et couper dans son temps de repos comme ça. Mais l'un dit calmement que d'après ce qu'il dit, il semble être son disciple. Elle explique qu'elle est une impératrice des enfers qui a cultivé pendant plus de 3000 ans pour accéder au royaume des humains et des dieux. C'est pourquoi elle veut savoir où ils sont et pourquoi son énergie innée a disparu. Louis la regarde en pensant qu'elle doit être folle. Mais encore une fois, il n'est pas exactement normal non plus. Il mentionne que depuis l'émergence de la Terre, il y a eu des rumeurs sur les cultivateurs. C'est super rare. Et pour autant qu'ils sachent, tous les deux ne sont que des gens ordinaires. Mais alors elle tend soudainement la main comme si elle allait le frapper. Il panique en la suppliant de se calmer. L'un s'approche et dit qu'il n'a pas l'aura de l'alliance de la justice. Notre garçon recule devant cette folle. Mais derrière les arbres, trois types louches murmurent si elle est vraiment celle qu'il recherche. L'un d'eux dit qu'ils doivent faire en sorte que cela ressemble à un simple vol. L'un les sent instantanément espionner et déclare qu'il mérite un châtiment divin. Les trois criminels en herbe sortent, surpris qu'elle les ait attrapés si vite. Quand YUI voit de l'énergie se rassembler dans l'une de leurs mains, il se demande pourquoi des cultivateurs sont après lui. L'un des hommes dit que c'est dommage, mais le gamin a vu ce qu'il n'aurait pas dû et se jette sur lui, en criant qu'il aille en enfer. C'est alors que le bouclier doré qu'il a obtenu plus tôt s'active, les projetant contre les arbres. Ils sont stupéfaits, demandant comment c'est possible. La voix du système apparaît à nouveau, disant que parce qu'il a causé des dommages, il recevra des packs de cultivation pour débutants. YUI est confus par toutes ces voix, tandis que l'un dit froidement qu'elle doit enseigner à son disciple à ne jamais laisser un ennemi s'échapper vivant. Elle appelle les attaquants des insectes et les achève d'un seul coup de pied qui fait disparaître l'un d'eux, disant que parfois la force brute est tout ce dont on a besoin. Pendant ce temps, YUI réalise que le système est réel et d'une manière ou d'une autre lié à cette étrange femme dont il est sûr qu'il ne faut pas se moquer. De retour à la maison, son ami décide de donner l'appartement à YUI pour la nuit et de dormir dans un cybercafé, l'avertissant de ne pas faire de bruit sinon le propriétaire se plaindra. L'ami marmonne qu'il n'arrive pas à croire que YUI ait ramené cette femme à la maison, et honnêtement, YUI pense la même chose. Il lui dit d'entrer et de s'installer confortablement, s'excusant pour le désordre. Elle s'assoit en disant qu'elle ne se soucie pas des choses insignifiantes même si ses disciples sont généralement stricts à ce sujet. YUI va au frigo et lui demande ce qu'il en est de cette histoire d'impératrice qui a traversé les mondes. Si c'est vraiment une possession, alors qu'est-il arrivé au corps de Lamia? Elle explique qu'elle était au milieu d'une tribulation pour évoluer quand elle a été prise dans une bataille avec l'Alliance de la Justice. Soudain, au milieu du combat, elle s'est retrouvée ici sans pouvoir. YUI dit qu'elle mentionne constamment cette alliance et demande si par hasard ce sont des ennemis. L'impératrice répond que ces gars sont un tas d'hypocrites qui prétendent être justes, mais qui sont absolument dégoûtants. Et puisqu'ils veulent la combattre, ils méritent d'être transformés en une rivière de sang. YUI, debout près du frigo, pense que cette femme ressemble plus à une terroriste. Il lui donne ensuite un verre d'eau à boire. Elle lui dit de jeter un coup d'œil à la façon dont ce monde fonctionne. Il explique que dans son monde, il y a des choses comme la magie et une technologie extrêmement avancée. La patronne regarde des Lolitas faire de la magie.
Elle semble impressionnée par le pouvoir jusqu'à ce que YUI lui montre des vaisseaux spatiaux faisant exploser des planètes. Il l'avertit de faire attention car il y a des gens dans ce monde qui pourraient la détruire, elle et la planète entière, d'un simple claquement de doigts. Regardant les images, elle demande si c'est vraiment possible. Il confirme en disant qu'elle doit comprendre que la cultivation personnelle n'aura aucune chance contre ses forces. C'est pourquoi elle ne devrait jamais faire de mal à personne sinon les conséquences pourraient être très graves. Elle se lève soudainement et dit que l'énergie dans son monde semble très rare. Elle pose sa main sur son front et dit que l'aptitude du garçon est l'une des meilleures qu'elle ait jamais rencontrées. YUI soupçonne que cela doit être lié à ce système. L'un explique que s'il était dans son monde dans 300 ans, il atteindrait un royaume extrêmement élevé. Soudain, son téléphone sonne. Il répond tout en pensant que tout ce qu'il a toujours voulu dans la vie était d'être un ouvrier ordinaire et de gagner un peu d'argent. Il s'avère que c'est un de ses collègues qui dit que si les bugs ne sont pas corrigés d'ici ce soir, il n'a même pas besoin de se présenter au bureau demain. Frustré, YUI dit qu'il n'est pas une intelligence artificielle qui n'a pas besoin de repos. Même l'un commente que travailler si tard n'est pas différent de l'esclavage. Elle mentionne que dans son monde, une fois, un réparateur de pont a fait quelque chose de similaire, alors elle l'a découpé en morceaux. YUI est confus parce qu'elle l'a mentionné si naturellement. Elle dit ensuite que pour quelque chose d'aussi simple, elle a été appelée une meurtrière, ce qui n'a aucun sens pour elle. Se retournant avec un sourire, elle dit que ce n'est pas grave parce que ces gars ne peuvent pas la vaincre. Wee pense en lui-même qu'elle ne semble pas être une si mauvaise personne. Il dit qu'elle est au moins une guerrière dystopique, quelqu'un qui se bat pour ce qui est juste. Il demande ensuite si son téléphone fonctionne toujours parce qu'il est essentiel pour la vie quotidienne. Elle fouille dans sa poche et se demande si c'est vraiment si important puisqu'elle ne ressent rien de magique à ce sujet. Elle lui tend l'appareil en demandant si c'est ce qu'il veut dire. Le protagoniste dit que ce téléphone coûteux est vraiment bon parce qu'après l'accident de voiture, il est toujours intact. Il lui saisit ensuite le poignet en disant que maintenant il va lui montrer comment l'utiliser. Il prend son empreinte digitale, touche l'écran et explique que c'est ainsi qu'on déverrouille un téléphone. Cependant, l'un devient rouge en l'appelant un pervers qui doit être puni. Dans la scène suivante, une livraison arrive pour lui. La patronne demande pourquoi l'air sent si épicé. Il l'invite à manger de la viande avec lui, et elle regarde curieusement. Elle en met un morceau dans sa bouche, sursaute et dit que c'est beaucoup moins dangereux qu'elle ne l'imaginait. Elle commente que la viande a le goût du souffle d'un dragon. Elle demande si les gens mangent vraiment quelque chose comme ça, et il demande s'ils n'ont rien de similaire dans son monde. Elle explique qu'ils utilisent des épices là-bas, mais rien d'aussi épicé que cela. Il sourit et dit que c'est incroyable à quel point les civilisations peuvent être différentes. Il prend ce qui semble être un coca et dit que même si ça ressemble à du poison, ça aidera avec la saveur et c'est plutôt bon. Il prend une gorgée pour montrer que ce n'est pas du poison, et elle boit après lui. Cependant, elle ne semble pas aimer ça, se penchant en arrière et disant que ça lui a donné une sensation étrange dans la bouche et un picotement dans le ventre. Il l'avertit de faire attention car si elle boit tout d'un coup, elle va roter. Apparemment, elle a roté. Elle dit que ça a un goût amer et sucré en même temps, ce qui est très bon. Elle imagine ses disciples l'avertissant du poison, mais elle répond qu'il ne devrait pas avoir peur car ce poison ne fera que tremper son corps. Par tremper, elle ne veut pas dire devenir plus forte et les disciples sont tous heureux. Il demande si c'est vraiment si bon. Elle explique qu'elle se remémorait juste de bonnes histoires de la secte. Alors qu'il est sur le point de ranger la nourriture, elle lui attrape le bras en disant qu'il n'a pas à s'inquiéter car elle développera une tolérance. YUI l'avertit de faire attention car les toxines peuvent s'accumuler. Excitée, elle dit qu'une impératrice ne peut pas avoir peur de quelque chose d'aussi simple. Elle prend une autre bouchée, mais dans la scène suivante, elle prétend que ce n'est pas si épicé après tout. Un peu plus tard, à sa manière particulière, elle demande quelle est sa boisson préférée. Pendant ce temps, il lui dit d'arrêter d'être têtu. Son téléphone sonne à nouveau et il répond. Évidemment, c'est une autre réprimande de son patron lui demandant pourquoi il n'a pas encore corrigé les bugs. Le patron l'avertit que si ce n'est pas fait avant demain matin, il pourrait aussi bien ne jamais revenir. Mais YUI est confiant puisque ce type répond à Mademoiselle Lin. Il regarde et la voit. Même si l'âme n'est pas la même, le corps l'est, la scène passe au jour suivant. YUI explique comment tout fonctionne dans le monde. Elle répond qu'elle comprend déjà que l'ascenseur est une sorte d'escalier qui se déplace tout seul. Le protagoniste la félicite et lui rappelle que tout le monde l'appellera patron Lin. Elle l'assure qu'elle comprend et lui dit de ne pas s'inquiéter. Cependant, lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent, un blond entrant se plaignant que Xiaokeki est si cruel. Il s'approche d'elle et dit qu'il a entendu parler de l'accident, mais est heureux de voir qu'elle va si bien. Il lui offre le petit déjeuner spécial qu'il a préparé juste pour elle. À ce moment, elle se tourne vers YUI et demande qui est cette personne. Il explique que c'est un type nommé Guxiang, son ancien prétendant. C'est le fils du propriétaire de l'immeuble et tout le monde pense qu'il est idiot. Le blond se tourne vers YUI et lui dit que la prochaine fois, il ferait mieux de la laisser seule dans l'ascenseur car quelqu'un d'aussi malodorant que lui ne devrait pas être près d'elle. Mais il est complètement ignoré alors que YUI suggère qu'il se dépêche d'aller au bureau. Un type grassouillet arrive en courant en disant que c'est bien que le patron soit enfin arrivé. Il lui conseille de virer YUI car hier, il n'a pas terminé le travail et n'a fait que dire du mal d'elle.
YUI se penche vers l'oreille de l'un et lui dit que c'est ce type qui n'arrêtait pas de l'appeler au milieu de la nuit. L'un se tourne vers l'homme et dit qu'à ce qu'elle sache, celui qui ruine sa réputation, c'est lui. L'homme, embarrassé, dit qu'il ne ferait jamais une telle chose et insiste sur le fait que YUI a dû lui mentir. Elle dit alors qu'elle a passé toute la nuit avec YUI, donc elle sait très bien qui ment. Le blond est complètement confus par cette situation. Le protagoniste réalise qu'elle vient de verser de l'essence sur le feu, mais le système détecte qu'il a choqué des personnes à proximité et lui accorde quelques compétences en arts martiaux. La scène passe au bureau du président. YUI lui dit de ne pas s'inquiéter car traverser ce logement ne sera pas difficile pour lui. Dès qu'il y aura accès, il saura exactement où elle habite et elle pourra rentrer chez elle. Cependant, l'impératrice demande pourquoi il est d'autant. Pour autant qu'elle sache, l'ancien propriétaire du corps n'était pas très gentil avec lui. YUI répond qu'il est un bon jeune homme qui aime aider les autres. Mais en réalité, il sait que s'il commande l'impératrice, il sera en gros un empereur. De plus, ce sera génial de voir ce type grassouiller avoir ce qu'il mérite. Et enfin, il ne peut pas l'abandonner à mourir après ce qui s'est passé hier. Elle se souvient d'avoir été attaquée et demande ce que c'est que cette histoire de mourir, mais YUI l'ignore complètement et dit que la nourriture que le blond a apportée est vraiment bonne. Il apporte le plat et demande si elle en veut plus. Cependant, elle se souvient de la nourriture épicée d'hier et dit que ce plat rouge doit être trop ardent. Elle roule sur le côté, refusant de le manger. Quelque temps plus tard, il quitte la pièce et le type grassouillet tient 3 seaux, demandant s'il n'a pas été assez puni. Mais elle répond qu'il devrait déjà être heureux d'être en vie. S'il se plaint une fois de plus, il gagnera 10 heures de plus à l'horloge. Shannon s'approche alors et demande pourquoi YUI était dans son bureau. Il l'avertit de faire attention car ce type est pauvre, sans raffinement et puant. L'impératrice le regarde fixement. Shannon s'excuse, se demandant pourquoi elle lui jette ce regard. YUI la remercie alors, disant que le petit déjeuner était délicieux. Il s'éloigne avec le patron, disant qu'ils ont des affaires privées à régler. Shannon veut évidemment savoir quelles sont ses affaires. YUI se souvient qu'il doit choquer les gens pour gagner des bonus de système, tandis que Shellman pense que YUI devra payer pour ce qu'il fait. La scène passe à un quartier luxueux au Shangshire Mansion. YUI complimente l'impératrice, disant qu'elle commence à maîtriser l'utilisation d'un téléphone. La porte s'ouvre et elle dit que s'adapter au nouveau monde lui vient naturellement. En entrant, le protagoniste commente que la maison est aussi luxueuse qu'il s'y attendait. Il parle des appareils de cuisine et dit qu'il lui apprendra à les utiliser plus tard. Mais elle dit qu'il n'y a pas besoin car elle n'a jamais cuisiné de sa vie. Il lui montre ensuite la salle de bain, et elle remarque à quel point il est étrange de faire toutes les tâches d'hygiène au même endroit. Il explique comment utiliser les toilettes, lui montre la douche, et elle dit qu'elle va prendre un bain. Elle lui dit d'aller chercher des vêtements car elle est sûre que l'ancien propriétaire du corps a dû en laisser derrière. Dès que YUI ouvre l'armoire, il voit les vêtements suspendus. Il remarque qu'il ne s'attendait pas à ce que l'ancien patron soit ce genre de personne. Il choisit des vêtements, pensant qu'au moins il n'a pas à s'inquiéter de savoir s'ils vont lui aller car c'est la bonne personne. Pendant ce temps, l'impératrice est dans le bain, demandant s'il a tout préparé car elle est sur le point d'attraper un rhume. La préoccupation de YUI, cependant, est autre chose. Comment va-t-il lui apprendre à porter des vêtements modernes? Il les lui tend et lui dit de regarder les photos et de ne pas les mettre à l'envers. Elle rétorque qu'il devrait arrêter de harceler car elle n'est pas si stupide. Malgré le design discutable, la seule chose qu'elle trouve étrange est que cette ficelle soit considérée comme un vêtement. Pendant ce temps, YUI est dans le salon en train de regarder la télévision. Il l'appelle pour regarder un documentaire historique. Il prévoit d'expliquer tout sur l'évolution humaine et la création des industries. Elle s'assoit à côté de lui en disant qu'elle est curieuse. Cependant, un certain temps passe et elle dort déjà. Le protagoniste s'énerve qu'elle ait prétendu être intéressée mais n'ait pas duré 10 minutes. Il va la couvrir avec une couverture, mais elle semble sentir que quelque chose la tranche. Gardant la couverture ici, il est confus, surtout qu'elle dort toujours. Lentement, il rapproche une feuille de papier d'elle, et elle la tranche à nouveau. Il est choqué qu'elle ait un système d'alerte aussi pointu même en dormant. Il décide de s'éloigner car cela semble un peu dangereux pendant qu'elle dort. Il s'assoit et commence à examiner les objets qu'il a reçus du système. Puis il commence à pratiquer l'une des techniques de poing qu'il a obtenues. Le nom de poing céleste de Dahl sonne de manière très prétentieuse. Il prend quelques positions de combat et a l'impression que son corps brûle. Sa poitrine se serre et son cœur a l'impression qu'il va exploser. Elle s'approche de lui et lui dit que s'il continue à ce rythme, il finira par mourir. Elle ne sait pas exactement ce qu'il fait, mais plus la technique est bonne, plus elle est risquée. Même s'il a du talent, ses fondations sont très faibles, ce qui ne fait que la stresser. Essentiellement, il est trop faible. Le pauvre garçon se sent anéanti. Elle dit que maintenant qu'elle a fait une petite sieste, elle est pleine d'énergie. YUI était sur le point de commenter ses attaques quand son téléphone sonne. C'est un des patrons qui demande de l'aide pour des fichiers de l'entreprise. Le protagoniste répond qu'il a raccompagné Mademoiselle Lin chez elle et qu'il reviendra bientôt pour aider. Il lui dit qu'il essaiera de revenir dans la nuit, et elle lui demande pourquoi il ne reste pas à ses côtés pour l'aider avec les tâches fastidieuses. Cependant, il dit qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités,
et qu'il doit s'assurer que l'entreprise ne sombre pas dans le chaos. Il se dirige ensuite vers la porte, disant qu'il n'y a aucune raison de rendre la vie plus difficile quand elle est calme, mais elle lui dit de s'arrêter et se rapproche. Il est sur le point de demander pourquoi quand elle se rapproche encore plus. YUI demande si ce n'est pas un peu inapproprié. Elle lui donne une pichenette sur le front et lui dit d'oublier et de partir. Le pauvre garçon est laissé perplexe. Avant de fermer la porte cependant, il dit qu'il va commander des livraisons pour elle, mais lui demande de ne pas effrayer les gens. Elle réfléchit que maintenant, sans énergie innée, elle ne peut plus transmettre sa conscience. Le protagoniste a travaillé toute la journée et il est enfin temps de rentrer chez lui. Le Sadama du bureau l'appelle président et lui suggère d'offrir le dîner à tout le monde. Le garçon demande de quoi il s'agit avec ce truc de président. Sadama plaisante en disant qu'ils savent tous qu'il est proche de la présidente là. YUI leur dit d'arrêter d'exagérer. Il explique à tout le monde qu'elle a eu un accident de voiture, et qu'il se trouvait juste à proximité et l'a aidée. S'il avait vraiment quelque chose avec elle, il ne serait pas coincé là à faire des heures supplémentaires. À proximité, Shaman entend tout. Il pense que cela explique tout. Ce n'était qu'une coïncidence. Il n'y a aucun moyen qu'un loser comme lui puisse s'approcher de mademoiselle là. De retour au manoir, nous voyons la présidente quand quelqu'un demande pourquoi les lumières sont éteintes. L'impératrice se tourne avec colère et dit qu'il devra en assumer les conséquences. Cependant, le protagoniste pose ostensiblement de la nourriture sur la table et demande ce qui ne va pas. Elle se fige une seconde avant de tout dévorer, commentant qu'il aurait dû l'apporter plus tôt. Peu de temps après, elle est plus calme et dit que la nourriture sans épices est un peu fade. Il jette les restes à la poubelle, murmurant qu'il est vraiment difficile de la comprendre. L'un lui montre ensuite son téléphone et dit que cette chose doit en avoir contre elle. Elle a essayé de commander de la nourriture en 2 clics, alors pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas pour elle? Il s'assoit et jette un coup d'œil, lui montrant qu'elle doit scanner son visage pour effectuer un paiement. Pendant qu'elle tripote le téléphone, il nettoie la table, expliquant que c'est ainsi que fonctionnent les transferts d'argent dans ce monde. Tout en rangeant, il remarque des feuilles de papier avec des techniques de méditation écrites dessus. Il demande à l'un si elle peut lire ce genre de choses, mais l'impératrice révèle que c'est elle qui l'a écrit. Il est choqué et elle remarque que, bien sûr, elle sait toujours comment utiliser du papier et un stylo. La technique de méditation intègre le corps, l'énergie, l'essence et l'âme. Cela l'aiderait à devenir assez fort pour commencer à apprendre certaines techniques. Le garçon est embarrassé. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle irait jusqu'à de telles longueurs pour lui. Cependant, elle fait un clin d'œil et dit qu'il y a des conditions pour qu'il accepte sa méthode. Il doit pratiquer de la manière qu'elle dicte. C'est parce que le talent naturel seul ne suffit pas. Il aura 3 semaines pour maîtriser le premier chapitre, où il disparaîtra car elle ne garde pas les fainéants autour d'elle. Navi tremble et demande maladroitement combien de temps il faut habituellement aux disciples pour maîtriser cela. Elle dit que c'est normalement 4 semaines, mais comme il est talentueux, ce ne sera pas un problème pour lui. Il commence à lire quelques pages sur l'énergie et le pouls. Il s'agit de la circulation du rythme énergétique revenant à sa vraie nature. Pendant ce temps, elle veut une bouchée de quelque chose de sucré et rafraîchissant qu'elle mange. Elle lui dit qu'il devrait manger avant de s'entraîner, mais Uvi crache déjà des flammes bleues, disant qu'il a l'impression que son corps est devenu plus léger. L'impératrice est impressionnée qu'il ait maîtrisé la première technique en quelques respirations seulement. Même lui est confus, demandant s'il l'a vraiment maîtrisé. Mais l'impératrice, maintenant assise sur le comptoir, lui dit que le fait de pouvoir rassembler de l'énergie prouve qu'il l'a fait. Elle lui dit de respirer à nouveau et d'essayer d'accumuler du pouvoir. Le garçon ressemble à un aspirateur, aspirant toute l'énergie de l'environnement. Même elle est surprise, demandant quel genre de monstre il est. Pour avoir impressionné l'impératrice une fois de plus, il reçoit la capacité de pas instantanée. Il commence à penser que chaque fois qu'il l'impressionne, ses attentes vont augmenter, rendant la tâche de plus en plus difficile. Autant elle était une bonne brebis, il y a une limite à la quantité de laine qu'il peut tondre. Elle lui demande pourquoi il rit, et il répond que ce n'est rien. Puis il lui demande si elle a d'autres instructions car il veut reprendre l'entraînement. Elle dit oui et mentionne qu'ils ont un problème très important. Il demande ce que c'est, et elle veut savoir pourquoi il n'y a pas de coca dans la maison. Le pauvre garçon est confus. Plus tard, il dit que lui apprendre à utiliser les applications de livraison à ce moment est dangereux, mais elle boit déjà son coca, disant qu'elle se sent incroyable. Alors qu'il s'en va, elle dit qu'il y a autre chose dont elle doit lui rappeler. Il doit être plus prudent car elle a vu d'innombrables prodiges tomber à cause de l'arrogance. Il doit toujours se souvenir qu'il y a des montagnes au-delà des montagnes. Mais au milieu de sa conférence, elle commence soudainement à avoir le hoquet de manière incontrôlable. Elle se couvre la bouche et dit que ce corps est étrangement fragile. Il part en disant qu'il l'avait prévenu de ne pas boire si vite. Elle lui dit de disparaître ou elle le finira. Il répond qu'elle devrait savoir que si elle continue à boire ça, elle aura du diabète et des caries. L'impératrice demande si elle ne devrait pas en boire, et il claque la porte, disant qu'il vaut mieux pas. Sur ce, elle se détend, disant qu'elle a enfin un peu de paix. Mais de l'extérieur, il crie, lui rappelant de ne pas oublier que son numéro est le premier sur la liste de contacts. L'impératrice réfléchit que dans son monde passé, tout le monde la craignait. Il y a longtemps que quelqu'un ne s'est soucié d'elle autant.
YUI est de retour chez lui et se demande où est passé son frère. Il décide de s'affaler sur le canapé car la journée a été épuisante et ouvre ce petit jeu à lui. Il vérifie le chat de groupe avec ses amis qui parlent d'obtenir un bon score. YUI demande à jouer, mais soudain, tout le monde prétend avoir mal au ventre et veut partir. Apparemment, YUI est l'un de ces joueurs qui coulent l'équipe, c'est pourquoi personne ne veut jouer avec lui. Mais quelqu'un appelé Vieux Maniaque dit qu'il sera bientôt en ville et demande si YUI veut prendre un repas demain. YUI accepte et s'énerve. Il réfléchit qu'il joue avec Vieux Maniaque depuis 3 ou 4 ans, mais ne l'a jamais rencontré en personne. Pendant ce temps, dans sa salle de surveillance, quelqu'un commande qu'ils ont disparu dans un quartier étrange. Un type chauve dit qu'ils y sont allés pour enquêter, mais il n'y avait aucun reste des corps. Une autre personne répond de ne pas s'inquiéter car ils ont déjà trouvé un moyen de s'occuper de cet enfant. Le lendemain, YUI envoie un message à son ami, disant qu'il attend son arrivée, tout en pensant à la nourriture qu'il a commandée. Puis quelqu'un s'approche. C'est un vieux fou? Que se passe-t-il? Le jeu a-t-il changé de camp? Les filles font-elles semblant d'être des vieillards maintenant? YUI dit à la jeune femme que la table est déjà réservée. Il commence à penser qu'elle travaille pour le bar et commente à quel point le marché des boissons est devenu compétitif. Mais ensuite, elle sourit et dit qu'elle est un vieux fou. Elle montre leur historique de chat, surprenant YUI. Se sentant mal à l'aise, il lui demande si elle est sûre, soulignant que sa voix est très différente. La jeune fille explique que les gens pensent qu'elle est très crédule et facile à tromper, c'est pourquoi elle préfère faire semblant d'être un vieil homme en ligne. Elle dit que celui qui l'a présenté était quelqu'un nommé Ling Ji, sa sœur. YUI commente que maintenant, cela explique pourquoi il entendait parfois une voix de femme sur le micro du vieux fou. Se sentant mal à l'aise, elle lui demande d'arrêter de l'appeler ainsi et dit que son nom est Xiaotu et qu'elle vivra dans cette ville pendant un certain temps. Plus tard, au bord d'un lac, il lui demande si elle n'a pas peur de lui puisqu'elle est venue seule. Elle dit qu'il réfléchit trop parce qu'elle se sent en sécurité. S'étant entraînée depuis l'enfance, elle est convaincue de pouvoir gérer 3 ou 5 types toute seule. Notre garçon dit qu'il comprend, mais il n'est toujours pas habitué au fait que son amie en ligne se soit avérée être une si belle fille. Elle s'agite, demandant s'il parle d'elle et commence à frapper légèrement un mur, lui disant de ne pas dire de telles choses sans réfléchir. Cependant, la jeune fille est si forte qu'elle provoque l'effondrement de la structure. Elle se précipite pour le sauver, et il pense que mourir ainsi ne serait pas si mal. Et avec ça, elle tombe juste sur lui. Combien de côtes cassées? 1, 2, 3, 4. 5 de ses côtes. Elle s'excuse en expliquant qu'elle a un physique spécial avec une force surhumaine et des os denses. Elle n'avait jamais imaginé que tomber sur lui causerait autant de dégâts. Notre garçon prépare une technique et lui dit de se calmer, l'assurant qu'il peut gérer ça. Il se dit que c'est une bonne chose qu'il ait pratiqué ces techniques, sinon il serait définitivement mort. Puis son téléphone sonne avec un message et elle dit que sa première requête est enfin arrivée. Elle lui montre une application appelée Xeaction et lui demande s'il la connaît. Il demande si c'est l'application où l'on peut poster des missions pour que les cultivateurs et les guerriers se battent en duel. Après avoir terminé la mission, il gagne la récompense offerte et accumule des points de héros. Elle confirme et dit que son rêve ultime est de devenir la plus grande héroïne de tous les temps. Elle lui montre ensuite la mission qui consiste à abattre quelqu'un qui a volé la petite amie d'un autre homme. Elle lui montre le téléphone et il dit qu'un salaud comme ça mérite de mourir. Mais ensuite, elle demande pourquoi la cible lui ressemble tellement. Sans hésitation, elle faillit lui trancher la tête. Il esquive et lui dit de se calmer, insistant sur le fait qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Mais elle l'ignore et dit, puisque c'est sa première mission, elle ne peut pas échouer, alors il ferait mieux d'arrêter d'esquiver. Elle tente un coup de pied, mais il se déplace sur le côté et demande pourquoi elle essaie de tuer son ami comme ça. Motivée, elle lui dit juste d'arrêter d'esquiver et de se transformer en le point de héros dont elle a besoin. Il esquive à nouveau, et elle semble perplexe de voir comment il évite toujours ses attaques. Le protagoniste pense que dans sa vie, aucune femme n'est jamais facile. Mais puisqu'elle veut faire les choses de cette façon, il ne se retiendra pas. Il utilise le pas instantané pour apparaître derrière elle et se prépare à utiliser le point DAO, la faisant presque exploser. Elle réalise qu'elle a fait une erreur en essayant de tuer ce type. Avec ça, elle a peur et il gagne la technique du choc de l'âme. Cette capacité étourdit l'adversaire, le faisant lui obéir pendant un certain temps. Xiaoxu dit que son grand-père lui a toujours dit que la Chine a beaucoup de dragons cachés et maintenant elle voit qu'il n'y a aucun moyen qu'elle puisse le vaincre. Yubi essaie de la réconforter en lui disant de ne pas s'inquiéter parce qu'il s'entraîne aussi depuis l'enfance. Il dit qu'il n'a gagné que parce qu'il l'a prise au dépourvu, mais elle dit qu'elle ne croit pas ça, soulignant que la façon dont il a esquivé ses attaques était étrange. Elle dit qu'elle devra le vérifier, et il lui demande ce qu'elle entend par là. Elle commence à lui toucher le corps, disant que s'il s'entraîne depuis l'enfance, il devrait y avoir des marques. Elle soulève sa chemise, lui disant de ne pas résister parce qu'il n'a pas le choix. Plus tard, elle demande ce qui se passe parce qu'il ne s'entraîne que depuis 3 mois. Il admet qu'il pensait que les capacités qu'il avait apprises étaient spéciales, mais n'avait jamais imaginé qu'elles seraient aussi puissantes. Bien sûr, nous savons qu'il ne s'entraîne que depuis 3 jours, mais il décide de ne pas lui dire ça. Xiaoqiu dit qu'avec un tel talent, elle a hâte de voir ce que son grand-père pense de lui.
Yubi lui demande si elle peut découvrir qui essayait de le tuer et l'assure qu'elle peut lui faire confiance, qu'il croit au véritable amour et ne serait jamais déloyal. Elle dit qu'il n'est pas possible de voir directement qui l'a envoyé, mais elle peut essayer d'organiser une rencontre. La scène se déplace vers une camionnette garée dans la rue avec des hommes qui en sortent. Un type avec des boucles d'oreilles en or demande si la fille a réussi à terminer sa mission. Xiaoxu dit que oui, et il peut faire ce qu'il veut avec le garçon. Pendant ce temps, notre protagoniste trouve cela étrange car il n'a jamais vu ces personnes auparavant. L'homme félicite Xiaoxu, disant qu'elle obtiendra une critique 5 étoiles. À ce moment-là, Yubi demande à l'homme s'il ne s'est pas trompé car ils ne se sont jamais rencontrés. Mais l'homme demande si Yubi l'a déjà oublié après l'avoir utilisé. Puis il ordonne à ses hommes de faire tomber Yubi. Deux autres types arrivent portant quelque chose de suspect. L'homme avec les boucles d'oreilles dit qu'aujourd'hui, ils vont tout prendre au garçon. L'un d'eux dit qu'il est beau, donc ils apprécieront de faire ce qu'ils veulent avec lui. Yubi réalise rapidement que soit ces personnes agissent de mauvaise foi, soit elles sont manipulées. Il décide que c'est le moment idéal pour utiliser la technique qu'il vient d'acquérir. Il active la technique du choc de l'âme et leur ordonne de découvrir qui a envoyé la mission et de s'occuper d'eux à la place. Xiaoxu demande s'il va juste laisser ces gens partir. Il répond que pour l'instant, c'est la meilleure solution. Sur le chemin du retour, elle dit qu'elle voulait passer plus de temps avec lui aujourd'hui. Mais malheureusement, elle reçoit des appels et doit partir. Le protagoniste dit que puisqu'elle restera dans la ville pendant un certain temps, ils pourront se revoir plus tard. Elle dit au revoir en disant qu'ils se reverront bientôt. Il regarde sa sœur la gronder, se demandant ce que ses autres amis penseront quand ils découvriront que le vieux fou est une fille. Juste à ce moment-là, il reçoit un appel sur son téléphone et remarque qu'elle a enfin appris à utiliser l'appareil. Il répond et plaisante en disant que si elle a été kidnappée, elle devrait me noter 2 fois. Mais l'impératrice répond qu'utiliser un artefact de communication est facile pour elle. Elle déclare sans détour qu'elle veut qu'il l'accompagne pour acheter des vêtements. Dans la scène suivante, ils sont déjà arrivés au magasin et YUI remet de l'argent au chauffeur de taxi pour les problèmes causés par l'un. Quand il a suggéré d'arrêter un taxi, elle a donné un coup de pied à l'un d'eux, disant qu'elle suivait simplement ses instructions. Il soupire et dit peu importe, puis demande pourquoi elle veut soudainement acheter autant de vêtements. Elle répond qu'elle n'a pas envie de porter les vêtements de quelqu'un d'autre pour toujours. La vendeuse demande s'il est là pour acheter des vêtements pour sa petite amie. YUI sait que c'est une tactique de vente pour facturer plus tard et précise qu'il est juste là pour porter ses sacs. Des types à proximité commentent qu'il est impossible pour quelqu'un comme lui d'obtenir une beauté comme elle. La vendeuse sort une robe légère, disant qu'elle va adorer, puis montre une veste Gucci, affirmant qu'elle ne se démode jamais. Elle demande à YUI de quoi parle la vendeuse. Il explique que chaque tenue dans son monde est adaptée à différentes situations. Elle hoche la tête, disant qu'elle comprend, puis demande s'ils ont des tenues moulantes en latex. La vendeuse a l'air mal à l'aise et demande de quoi elle parle. Confuse, elle regarde YUI et dit qu'elle a vu sur son ordinateur qu'il cherchait toujours ce genre de choses. Embarrassée, YUI essaie d'expliquer à la vendeuse qu'elle veut dire un style de super-héros, quelque chose qui a l'air fort. C'est pourquoi elle a mentionné le latex. Mais l'impératrice dit qu'elle voulait seulement la porter car elle pensait que c'était tendance vu qu'il la regardait toujours. Mais apparemment, il ne veut pas qu'elle l'essaie. Les curieux aux alentours tentent de deviner le lien entre le porteur de sac et elle. Pendant ce temps, YUI demande à la vendeuse d'apporter quelque chose de plus approprié. Elle accepte et l'impératrice va se changer. Elle revient en portant la tenue. La vendeuse la complimente immédiatement, disant qu'elle est sublime. L'impératrice dit que c'est similaire à ce qu'elle portait dans son monde et demande à YUI ce qu'il en pense. La vendeuse explique que cela vient de leur collection vintage. Elle commente qu'elle voulait quelque chose de plus classique et pense que c'est parfait. L'impératrice se tient devant le miroir et décide de l'acheter. Puis, elle pointe YUI du doigt, disant qu'elle choisira aussi quelque chose pour lui. Il est perplexe, mais dans la scène suivante, on voit le protagoniste qui a presque exactement la même apparence. Pas de changement majeur. Cependant, l'impératrice, qui semble gagner en assurance chaque minute, dit à YUI qu'il a beaucoup d'allure. Il demande pourquoi elle a insisté pour acheter quelque chose pour lui aussi. Elle explique que la famille Lin a envoyé un message concernant un banquet dans quelques jours. Elle effectue le paiement et dit qu'elle pense que ce serait une bonne occasion d'en apprendre davantage sur ce monde. C'est pourquoi elle l'a invité à l'accompagner ici. Mais ensuite, la caissière dit que son compte n'est pas suffisamment approvisionné. YUI trouve cela étrange étant donné que le compte de la famille Lin devrait avoir des fonds illimités. Il propose alors de payer lui-même. Il sait qu'il devra vivre chichement pendant 2 mois, mais il pense que cela en vaut la peine. Sauf que le total s'élève à 38 000 $, et le garçon est dévasté. Plus tard, elle essaie une autre boisson et commente que c'est fade comparé au coca. YUI lui dit qu'il a vérifié son compte et a remarqué un important virement vers un compte public. Pour résoudre ce problème, il pourrait contacter le gestionnaire Zeng, mais elle dit qu'elle n'est pas particulièrement inquiète pour l'argent. Il explique que l'argent est très précieux et se demande si elle s'en moque vraiment. Elle répond que s'il est si inquiet, à partir de maintenant, il gérera son argent. Il est confus et demande comment il est censé gagner son propre argent. C'est alors qu'elle dit que tout l'argent qu'elle possède sera aussi le sien. Il est immédiatement ravi compte tenu de sa richesse,
mais réalise que cela signifie qu'il lui appartiendra à partir de ce moment et ne pourra jamais s'échapper. Rouge, il dit qu'il comprend, mais ajoute qu'il y a encore quelques points à clarifier. Soudain, elle regarde sur le côté et remarque que ces personnes ont disparu. Apparemment, ils étaient plus perspicaces qu'elle ne le pensait. Il mentionne qu'il avait aussi l'impression que quelqu'un les observait plus tôt, mais il pensait que c'était juste son imagination. Elle reconnaît son instinct aiguisé et lui dit qu'il peut s'en occuper s'il le souhaite. Pendant ce temps, dans une ruelle, un homme chauve demande avec colère pourquoi leur plan est annulé alors qu'il était presque terminé. Un homme aux cheveux bruns dit que le garçon était censé être éliminé parce qu'il a été témoin de l'accident de voiture de Lynn. Mais puisqu'elle est en vie, il n'y a plus de raison de le tuer. L'homme chauve, furieux, demande s'ils ne vengeront pas les 3 frères qu'ils ont perdus. L'homme à lunettes à côté de lui dit que ce problème sera réglé tôt ou tard. Plus tard à l'entreprise, un homme remet des papiers en disant que mademoiselle Lin a effectué des paiements. Une fois ces paiements remboursés, ils auront l'argent. Il remarque seulement que le nouveau contrat nécessite une nouvelle signature, et il a demandé si YI pouvait s'en occuper. Le problème, c'est que YI n'est pas très doué avec les chiffres. Il se souvient que l'impératrice a dit que son argent lui appartient maintenant. Il aimerait que ce soit vrai car cela lui faciliterait la vie pour les 10 prochaines années. Il dit à l'homme de lui remettre les papiers, et l'homme accepte. Mais ensuite, il empile une autre pile, puis une autre, expliquant que celles-ci sont pour les contrats à venir. L'homme corpulent propose d'aider, commentant qu'il y en a effectivement beaucoup. Mais YI ne veut pas être piégé et décide qu'il vaut mieux qu'il s'en occupe lui-même. Il demande s'il doit juste comparer les commandes dans le système. L'homme confirme et s'en va, disant d'appeler s'il a besoin d'aide. Dehors, Shannon demande comment ça s'est passé. L'homme répond que YI ne lui fait pas confiance. Les deux rient bizarrement, disant que c'est parfait. Si le type corpulent avait géré les fichiers, il aurait pu être blâmé pour toute erreur. Mais maintenant que YI fait tout seul, il sera le seul tenu responsable, d'autant plus qu'il ne réalise pas que les listes sur son bureau sont toutes fausses. Évidemment, cela lui prendra une éternité, et il gâchera encore tout. Shannon félicite l'homme, disant qu'il a fait un excellent travail en renversant la situation. Le type corpulent commente que puisque l'entreprise traverse une période difficile, si YI fait des erreurs, il sera définitivement renvoyé. Même si le président veut le garder, ils peuvent convoquer une assemblée des actionnaires, et il sera inévitablement expulsé. L'homme blond dit que dès qu'ils diffuseront la vidéo explicite qu'ils ont enregistrée de YI, il sera ruiné. Mais ensuite, la secrétaire apparaît en disant qu'un groupe de personnes veut lui parler. Les hommes de la ruelle arrivent en tenant quelque chose de dangereux dans leurs mains. La secrétaire demande s'il les connaît. Il dit que oui, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter, et il lui dit de ne pas interférer ou d'appeler la police quoi qu'il arrive. Elle le rassure en disant qu'elle gardera le secret. Chan s'approche des hommes et leur dit de parler à l'étage. Pendant ce temps, la secrétaire se demande ce qu'ils préparent. Dès que la porte se ferme, elle entend beaucoup de bruits étranges. Chan crie en disant que ça ne rentrera pas dans cet espace. La secrétaire pense qu'il pourrait être en danger, mais se souvient qu'il lui a dit de ne pas interrompre. Soudain, un gémissement se fait entendre depuis la pièce, et elle se dit que les riches savent vraiment comment s'amuser. De retour à YI, le pauvre garçon est épuisé. Rien ne correspond, et les données du système semblent fausses. Il décide de recalculer, convaincu que cette fois ça marchera. Juste à ce moment-là, son téléphone sonne. C'est l'impératrice, qui le gronde et exige de savoir pourquoi il n'est pas encore rentré à la maison avec de la nourriture. Se sentant mal à l'aise, il demande pourquoi elle n'a pas simplement commandé une livraison étant donné que cela lui prendra un certain temps. Mais elle l'avertit qu'il a 1 minute pour être à la porte sinon il se fera battre. La scène se déplace vers un restaurant. L'impératrice commente que la nourriture dans ce monde n'est pas mauvaise du tout. YI demande si elle veut essayer des nouilles aux intestins de porc. Elle refuse immédiatement. Alors il se demande pourquoi elle n'a pas encore maîtrisé l'application de livraison, ou peut-être qu'elle l'a fait et voulait juste manger avec lui. Soudain, elle s'étouffe mais change rapidement d'expression, affirmant qu'il y avait trop d'options sur l'application donc elle n'arrivait pas à se décider. Il dit qu'il comprend, et elle s'assoit en demandant comment s'est passé le travail aujourd'hui. Il explique qu'il passait en revue des documents financiers, mais rien ne fonctionnait. Elle suggère que c'est peut-être un manque de concentration, mais il insiste sur le fait que le directeur Zhang a dû gâcher quelque chose. Il sourit et dit qu'il devrait d'abord manger car la nourriture est délicieuse. Soudain, un homme chauve à une table voisine crie qu'il est sûr que ce ne sont pas des intestins de porc. YI est surpris, se demandant pourquoi l'homme ne l'a pas mentionné plus tôt. L'impératrice a l'air confuse. YI regarde le gérant du restaurant s'approcher et demander à l'homme chauve pourquoi il crie. L'homme insiste sur le fait que ce n'est clairement pas de l'intestin. Le gérant lui dit d'arrêter de diffamer le restaurant sans preuve. L'impératrice demande à YI où il va alors que l'homme chauve menace de fermer l'endroit. C'est alors que YI intervient, pose une main sur l'épaule de l'homme et demande au gérant si l'affirmation de l'homme chauve est vraie. Il ramasse le fauteur de trouble et l'avertit qu'il devra être dédommagé pour avoir dépensé son argent ici. Le gérant nie toute malversation, mais YI, essayant d'obtenir des aveux, dit que la nourriture avait un goût étrange et menace de frapper l'homme s'il n'avoue pas. Finalement,
Le cuisinier admet que les intestins sont faits de fèves fermentées. Naturellement, tout le monde exige d'être remboursé. Quand YI se rassied, l'impératrice remarque que, dans son royaume, le gérant subirait un châtiment divin. Mais elle finit son repas et dit qu'au moins sa commande avait bon goût, alors ils laisseront passer. Le protagoniste rassemble les pièces du puzzle, réalisant que Zhang pourrait remplacer les produits authentiques par quelque chose de bon marché pour le tromper. Le lendemain, YI est de retour au bureau. Zhang s'approche et demande s'il a terminé les documents. YI répond qu'il les a et qu'il les a déjà envoyés aux investisseurs. Soudain, Zhang s'exclame que c'est une terrible nouvelle. Il s'excuse, affirmant qu'il a fait une erreur. Il a oublié de mettre à jour la liste des fournisseurs et a utilisé les anciens prix. Il crie à qui veut l'entendre que si YI a signé et envoyé ses documents, l'entreprise perdra des millions. D'autres employés se joignent à la conversation en disant que cela aura un impact sur toute l'entreprise. Xiamen arrive en demandant quelle erreur YI a commise cette fois. Cependant, il semble que Xiamen ait passé une nuit difficile. Il souffre visiblement, se tenant le bas du dos. Zhang lui demande s'il va bien. Notre ami sourit simplement, disant qu'il est curieux de connaître tout ce remue-ménage. Xiamen dit alors qu'à cause de l'erreur de YI, personne dans l'entreprise ne recevra sa prime ce mois-ci. Le reste des employés se mettent en colère, disant qu'ils comptaient sur cette prime. L'homme blond dit que puisqu'YI est maintenant le représentant du président, il devra s'expliquer auprès de tout le monde. YI révèle alors que tous les contrats avaient été envoyés avec les prix corrects, il n'y a donc pas à s'inquiéter. Xiamen a l'air confus par cette affirmation qu'il n'y a pas de problème. YI partage les chiffres, leur disant de jeter un coup d'œil. Lorsque Zhang vérifie, il confirme que les chiffres sont bien corrects. YI souligne alors que l'erreur de Zhang a failli coûter sa prime à tout le monde, il est donc juste qu'il fournisse une explication. Embarrassé, Zhang admet qu'il a fait une grosse erreur. Mais grâce au frère Liu, l'entreprise a évité une perte importante. Xiaomen intervient, disant que bien que Zhang ait fait une erreur, aucun mal réel n'a été fait. C'est alors que YI se lève et dit que le maître Xiaonan ne semble pas se sentir très bien. Il pose une main sur l'épaule de Xiaonan, le pousse dans une chaise et lui dit de s'asseoir un instant. YI ajoute qu'il est plus curieux de savoir pourquoi tout l'argent de l'entreprise se trouve sur le compte de Xiaonan. Les employés crient en disant que maintenant, ils comprennent pourquoi leurs primes ont disparu. Xiaonan essaie de mentir, affirmant qu'il n'a aucune idée de où est passé l'argent et qu'il n'investirait même pas dans cette entreprise sans le président Lin. Mais YI lui dit juste d'arrêter de mentir. Acculé, Xiaonan admet qu'il se souvient maintenant. C'est Zhang qui a transféré de l'argent de son compte parce qu'il en avait besoin. Il insiste sur le fait qu'ils ont juste besoin de parler à Zhang pour récupérer l'argent. YI remarque qu'il est formidable de voir son ami Xiaonan se repentir de ses erreurs et exposer les lâches. Mais Xiaonan, bouillant de rage, murmure qu'il veut tuer ce satané type. Pendant ce temps, les employés saisissent leur clavier. YI leur dit qu'ils savent quoi faire. Naturellement, le gérant se fait tabasser, tout le monde criant que c'est pour ça qu'ils doivent toujours faire des heures supplémentaires. Notre ami reçoit alors un message de l'impératrice qui, comme d'habitude, meurt de faim. C'est alors qu'il se souvient qu'aujourd'hui, c'est le banquet de la famille Lin. La scène se déplace vers le manoir de la famille Lin où un homme nommé Lin Wei se prépare. C'est le frère qui a précédemment essayé de tuer l'impératrice. Une servante s'approche de lui, l'informant que les invités sont arrivés. Ensuite, le protagoniste et l'impératrice apparaissent. YI commente que l'endroit est vraiment un spectacle. Cependant, elle ne semble pas impressionnée et demande si la famille Lin n'est pas censée être plus importante. YI dit que oui. La fête semble très luxueuse, mais elle rétorque qu'elle ne voit pas une seule canette de coca. À ce moment-là, Wei s'approche de l'impératrice et dit que leur grand-mère craignait qu'elle n'assiste pas. Elle l'ignore complètement. Confus, Wei demande pourquoi elle ne parle pas et pourquoi elle agit de manière si distante envers son frère. Wei s'avance et explique qu'elle ne se sent pas bien depuis l'accident de voiture. Wei demande qui il est. Le protagoniste se présente comme l'assistant du président. Soudain, Wei lui offre un verre de vin et souligne que les directeurs de Pan Industrie et de Fixu Industrie sont à proximité. Il suggère qu'elle aille les divertir. Sur ce, il part. L'impératrice demande à YI qui est cet homme. Il explique qu'en théorie, il est censé être son frère, mais il n'en est pas tout à fait sûr. Ce qu'il sait, c'est que ce type a moins de 30 ans et qu'il est déjà à la tête de la famille Lin. L'entreprise qu'elle possède n'est qu'une branche des possessions de la famille. L'impératrice dit que l'endroit est ennuyeux et qu'il y a une atmosphère qu'elle n'aime pas. Elle regarde ensuite le verre de vin et commente qu'au moins, il a l'air bon. Avant que YI ne puisse l'arrêter, elle le boit cul sec. Immédiatement, elle demande si c'était de l'alcool et pourquoi c'est si fort. YI explique que les techniques de distillation modernes se sont beaucoup améliorées, donc l'alcool est beaucoup plus fort. Elle a l'air un peu découragée et souhaite avoir un coca. YI remarque une blonde qui passe avec un plateau et demande s'il y a du coca. Elle répond que non car les gens haut de gamme ne boivent que ce genre de cocktail. Les deux rient, se demandant quel genre de plouc voudrait du coca lors d'un événement comme celui-ci. L'un d'eux dit de ne pas dire ça. Il pourrait être quelqu'un d'important s'il participe à cet événement, mais l'autre répond que c'est impossible et que c'est probablement juste un enfant que mademoiselle Lin a amené avec elle. Après tout,
Elle a déjà entendu des rumeurs selon lesquelles Lin Mia aussi devrait épouser quelqu'un de la famille Pan lors de ce banquet. Maintenant, YY comprend pourquoi l'impératrice a été invitée à cela. Il remarque qu'entre-temps, elle a été appelée à une table. Un homme aux cheveux violets dit que plus une femme grimpe, moins elle vaut. Un autre homme assis en face de lui dit que c'est dur à dire et suggère de boire à la place. Mais l'homme aux cheveux violets demande s'il a tort, disant qu'une femme devrait se concentrer sur le fait de rester belle et de trouver un bon mari. L'autre homme demande s'il a quelqu'un en tête. Il répond qu'il n'est pas très intéressé après avoir vu la 12e femme de son père s'enfuir avec son argent. Cependant, il mentionne que son père est toujours fort, seulement 60 ans, et prêt à avoir plus d'enfants. Il dit à l'impératrice qu'il a toujours conseillé à son père que les femmes de basse classe n'en valent pas la peine. Mais quelqu'un comme elle de la famille Lin doit avoir du sang bon à quelque chose. Il pose une main sur son épaule et demande ce qu'elle pense de son offre. Pendant ce temps, YY est inquiet car il sait que tous ceux qui participent à cet événement sont influents dans la ville. Mais en voyant Lin en colère, il décide qu'il s'en fiche. Il saisit le bras de l'idiot et le tord. L'homme, paniqué, demande si YY sait qui il est et exige qu'on le lâche. Alors que Lin se demande ce qu'il fait, YY saisit l'occasion de choquer tout le monde. L'homme se libère et demande qui est YY et s'il a perdu la tête. Notre ami se présente comme l'assistant de mademoiselle Lin et dit qu'il lui rend service. Mais l'homme pointe YY du doigt et dit que s'il ne s'explique pas correctement, il aura de sérieux problèmes. YY invente une histoire sur le fait d'être médecin et affirme que les nerfs du poignet de l'homme ont été endommagés. L'homme n'est pas si naïf et demande si c'est ainsi que YY compte jouer. Il appelle son garde du corps et lui dit de s'occuper de ça. Il dit aussi à tout le monde de regarder ce qui arrive quand on se frotte à la famille Pan. YY lui dit d'arrêter de tergiverser et d'entrer. Le garde du corps fonce sur lui, promettant à YY qu'il regrettera bientôt ses paroles. Mais YY esquive facilement le premier coup. Il remarque que si les compétences de boxe de l'homme ne sont pas raffinées, elles suffisent pour gérer quelqu'un comme ça. Avec un coup de poing au visage, l'homme s'incline. Pendant ce temps, l'homme de la famille Pan dit que le garde du corps était un cultivateur de niveau 3. Les gens à la table murmurent que quelqu'un d'aussi fort se ferait remarquer partout à Jang City. Alors, qui est exactement ce gamin? Sous le choc de tous, YY active le système et reçoit un médicament de rajeunissement. Puis un ancien de la famille Lin apparaît et demande à YY ce qui se passe. YY explique la bagarre avec le garde du corps, et l'ancien marmonne que Mia aussi doit perdre la tête. L'homme de la famille Pan demande si c'est ainsi qu'ils traitent leurs invités. L'ancien, visiblement troublé, s'excuse et promet qu'ils vont s'en occuper. Mais l'homme de la famille Pan dit simplement d'oublier toute alliance par le mariage. Étrangement, l'impératrice dit à YY qu'elle pense qu'elle bénéficiera de tout ça. YY, surpris, se demande si elle connaît le système. Se sentant mal à l'aise, il dit qu'il ne l'a fait que parce qu'il n'aime pas les commentaires sexistes. Mais l'impératrice n'est pas facilement dupée, dit qu'elle est certaine qu'il y a plus que ça. Soudain, un ancien la montre du doigt et exige une explication, l'accusant de manquer de respect à la famille. Il affirme qu'ils ne se sont jamais souciés de ses basses origines, qu'ils l'ont élevé avec difficulté et qu'ils lui ont tout donné. Alors pourquoi les rembourse-t-elle ainsi? L'un se tourne vers YY et demande qui est cet homme. YY répond qu'il n'en a aucune idée. C'est probablement juste un ancien au hasard de la famille. L'homme continue de crier, disant que la famille est importante mais qu'elle a été humiliée à cause d'elle et qu'elle ferait mieux de s'excuser auprès du jeune maître de la famille Pan. YY lui dit de rester calme et qu'il va s'en occuper, mais elle l'ignore et demande à l'oncle s'il se considère vraiment noble et élégant, car pour elle, ce ne sont que des gens sans vertu qui ne se soucient que des apparences. D'après la conversation qu'elle a entendue, elle avait déjà compris qu'il ne se souciait que de la renommée superficielle et qu'il ne contribuait à rien de vraiment valable. Elle continue sa tirade, laissant l'oncle sans voix. Mais elle demande si elle a dit quelque chose de faux. Elle ajoute que s'ils attendent qu'elle s'excuse, il devrait garder cette requête pour son cercueil. L'humiliation est si grande que le pauvre homme s'effondre et se cogne la tête sur le sol. L'oncle se lève et dit qu'elle doit perdre la tête pour dire de telles choses. Mais elle déclare simplement que si on veut bien l'excuser, elle s'en va. Cependant, l'oncle l'avertit que tout ce qui lui a été donné lui sera enlevé, et qu'elle sera expulsée de la famille. À ce moment, un autre homme à proximité intervient, leur demandant d'attendre. Il se présente à YY et demande s'il peut faire plus ample connaissance avec lui. S'approchant de YY, il dit qu'il a des compétences remarquables et veut savoir qui est son maître. Le protagoniste répond que le monde martial est complexe et diversifié et qu'il n'est pas commode d'approfondir les détails de sa vie. Mais alors, Uwe intervient et dit aux invités qu'avoir le soutien d'un groupe martial comme le leur serait excellent. Il demande à YY de s'expliquer, qui dit seulement que ce n'est pas qu'il ne veuille pas. C'est juste que techniquement, il n'a jamais eu de maître officiel. Le mieux qu'il puisse dire, c'est qu'il a reçu quelques conseils de quelques personnalités notables. Uwe calme tout le monde en disant qu'aujourd'hui n'est pas le moment de discuter des affaires. Il veut juste en savoir plus sur la relation de YY avec Lin Myok. Il explique que jusqu'à présent, il ne l'a jamais vu qu'avec une seule autre personne. Mais la voir accompagnée d'un jeune homme aussi talentueux le rassure en tant que frère. Les hommes à proximité se moquent de Uwe, disant que plutôt il était prêt à la marier à n'importe qui juste pour former des alliances.
L'impératrice dit qu'elle en a assez de tout ce bavardage et qu'il est temps de partir. Le chef hors-la-loi leur fait signe de la main en disant qu'il n'interviendra pas davantage. Soudain, une serveuse s'approche en disant que le téléphone de quelqu'un sonne. Mais Miok remarque quelque chose, montre la serveuse du doigt et lui dit de s'approcher. Elle lui ordonne d'acheter 5 caisses de coca, pas seulement pour sa maison, mais pour toutes les résidences de la famille. Son frère a l'air confus en essayant de comprendre ce qu'elle fait. Miok lui dit de demander à la serveuse pourquoi elle chuchotait à propos des invités. YI se souvient que c'était la même serveuse qu'il avait traité de pauvre plus tôt. Pour ne pas perdre la faveur de sa sœur, Ue ordonne immédiatement à la serveuse d'aller chercher tout le coca, même si elle doit y aller à pied. Plus tard, ils sont à un étal de nourriture de rue et YI commente qu'il n'y a rien de tel qu'une collation de fin de soirée. Tenant son coca, Miok dit que ce serait encore mieux s'il était froid. YI lui offre une bière en disant qu'elle se marie parfaitement avec la nourriture ici. Elle demande ce que c'est et il explique que c'est une boisson alcoolisée avec différentes saveurs. Elle essaie et dit que c'est assez différent des boissons de son époque, mais en quelque sorte similaire au coca. Cependant, elle précise clairement qu'elle n'échangerait jamais le coca contre ça. Le protagoniste commence à penser que boire dans la même canette serait un baiser indirect et se précipite en disant qu'il va chercher une nouvelle paille. Pendant ce temps, elle remarque 2 hommes à proximité qui menacent une jeune femme. Ils lui disent qu'elle ne veut probablement pas que son petit ami la prenne. Sa famille doit beaucoup d'argent, mais si elle vient avec eux, les dettes peuvent être effacées rapidement. L'impératrice observe tranquillement. La femme proteste, disant qu'elle ne veut pas. Un homme l'avertit qu'elle n'a plus le choix maintenant. Un autre homme commence à la pousser, disant que ce sera rapide jusqu'à ce qu'il reçoive une bouteille cassée dans la bouche. Il tombe au sol et demande qui c'était. C'était l'impératrice, qui lui demande s'il n'était pas d'humeur à boire un verre. Les hommes s'approchent en disant que la misérable est plutôt audacieuse, mais en la regardant manger, l'un d'eux commente que boire avec elle serait en fait un bon moment. 10 secondes plus tard, il s'enfuit désespérément en appelant à l'aide. Tout le monde est battu et le pauvre gars pleure que la femme est un monstre, mais elle lui marche dessus et lui demande pourquoi il part si tôt. Elle dit qu'elle allait seulement presser tous ses méridiens et drainer son énergie ou peut-être forcer son corps à accumuler de l'énergie interne jusqu'à ce qu'il explose. Le pauvre homme sanglote, disant qu'il veut juste lui échapper. YI s'approche et demande ce qu'ils ont fait pour la provoquer. Elle répond que ce n'était rien de grave. Elle voulait juste lui donner une leçon. Pendant ce temps, la règle de l'école les remercie de l'avoir sauvée des usuriers. Elle explique à YI qu'elle était menacée quand son ami est intervenu. Le propriétaire du magasin interrompt en voulant savoir qui paiera les dégâts. Soudain, la police arrive. Alors qu'ils commencent à arrêter les hommes, ils accusent la femme d'avoir cassé les os de tout le monde. YI sait que cela pourrait causer des problèmes et demande à la fille si elle peut témoigner de ce qu'elle vient de lui dire, mais elle s'enfuit en disant que si elle le fait, sa famille aura des ennuis. L'impératrice dit que ce n'est pas un problème. YI réplique que c'est facile pour elle de dire ça, mais tout le monde ici prétendra qu'elle est coupable. Alors que la police s'approche, elle explique que dans des situations comme celle-ci, tout ce qu'ils ont à faire est de dire la vérité. Mais YI lui attrape le bras, disant que ça ne marchera pas cette fois, et s'enfuit en criant que s'ils restent, ils auront de gros ennuis. Pendant ce temps, le pauvre commerçant est laissé à attendre que quelqu'un le paie. Plus tard, alors qu'il se repose sur un pont, YI remarque que c'est une bonne chose qu'il ait pratiqué ces techniques. Sinon, il n'aurait pas pu courir toute cette distance. Il est convaincu qu'elle n'était pas la méchante dans cette histoire, mais pense qu'elle doit être plus prudente. On voit ensuite un aperçu du passé de l'impératrice. YI explique que dans son monde, les fausses accusations sont couramment utilisées pour ruiner les gens. Les rumeurs sont toujours un mélange de vérité et de mensonges. Puisqu'elle n'aime pas s'expliquer et qu'elle ignore beaucoup de choses sur le monde, elle finira toujours par avoir des ennuis. Au rythme où vont les choses et avec les problèmes qu'elle cause, elle deviendra la méchante de ce monde. Elle répond simplement qu'elle s'en fiche et que cela ne l'intéresse pas beaucoup. YI déclare qu'à partir de maintenant, il surveillera chacun de ses mots et chacune de ses actions. Si nécessaire, il s'assurera qu'elle ne rencontre aucun problème. Soudain, l'impératrice se jette sur YI et lui demande s'il veut l'accompagner dans le monde d'où elle vient. Rouge, YI lui demande de quoi elle parle. Elle se rapproche, saisit son visage et révèle que le vrai nom de l'impératrice est Kim Ying. Dans la scène suivante, ils entrent dans la maison de YI. Il remarque quelque chose de blond sur le canapé et se demande qui c'est. Mais en s'approchant, il est surpris de constater que son ami a laissé une poupée gonflable sur le canapé. Il lui dit d'attendre un instant pendant qu'il nettoie l'espace. Plus tard, elle s'assoit et il lui demande pourquoi il devrait l'appeler Kim Ying. L'impératrice explique qu'à l'intérieur de son corps, il y a une autre âme connectée à la sienne. Ainsi, le corps de l'un Miao contient l'âme de l'impératrice, mais l'âme de l'impératrice est également liée à une autre. Apparemment, en ce moment, cette âme connectée a pris la place de Kim Ying. Elle explique que parce que l'un a bu de l'alcool, l'âme connectée a pu prendre le contrôle. Elle saisit son visage et dit que s'il peut aider Kim Ying, elle lui devra la vie. Elle propose de lui transmettre toutes les connaissances qu'elle possède. Contrairement à la sorcière native qu'est l'impératrice, elle prétend posséder d'immenses connaissances. YI est toujours confus, essayant de comprendre où cette folle veut en venir.
Il demande comment il peut l'aider. Elle dit qu'elle a besoin d'aide pour retirer le seau sur son épaule. Saisissant son bras, elle lui dit qu'elle va lui enseigner la technique pour le retirer, ou du moins en atténuer les effets. Notre garçon dit que c'est bon. Il essaiera d'aider, mais elle n'a pas à s'inquiéter de le rembourser de quelque manière que ce soit. Il demande si tout ce qu'il a à faire est de frapper le seau avec de l'énergie, et elle dit oui. Au lieu de cela, il la frappe pour voir si elle va s'évanouir, marmonnant en lui-même que cette affaire d'échange de corps devient hors de contrôle. La scène se déplace vers la famille Lin qui frappe à la porte d'une maison. Une femme aux cheveux violets répond, disant qu'ils auraient dû recevoir le message que le maître ne se présenterait pas ce soir. Lin Wei la rassure en lui disant qu'ils ne prendront pas beaucoup de son temps, expliquant que maître Wang est arrivé en ville et qu'ils ont préparé un banquet. Cependant, ils ont remarqué qu'un autre aîné n'était pas présent et se sont inquiétés de savoir s'il avait des problèmes de santé. La femme dit que le maître va bien et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Elle lui claque la porte au nez, laissant Lin Wei frustré car il voulait juste transmettre un message. Le groupe grogne que le vieil homme leur complique vraiment la vie. Lin Wei leur conseille de se calmer, leur rappelant que personne dans la ville ne peut s'opposer à maître Wang. Il s'en va en les exhortant à ne pas endommager leur relation avec la famille Wang. La femme rentre dans la maison et dit au maître qu'elle a renvoyé les visiteurs. Il la remercie en disant qu'il aurait pu les rencontrer, mais qu'il préférait passer du temps avec sa petite fille. Cette petite fille, Xiaotu, lui demande pourquoi il la traite comme ça. Son grand-père dit que c'est parce qu'elle n'arrêtait pas de parler de sa défaite face à un jeune homme qui s'était entraîné bien moins qu'elle. Elle s'excuse, mais elle insiste sur le fait que YI est impressionnant et que son grand-père comprendra quand il rencontrera le garçon. De retour chez YI, l'impératrice remarque qu'elle n'aurait jamais pensé vivre une journée comme celle-ci. YI dit que c'est grâce à l'alcool moderne. Elle remarque une ecchymose sur son front et demande ce qui s'est passé. Il esquive la question en disant qu'elle a dû se cogner la tête accidentellement quelque part. Il lui tend quelque chose à boire, plaisantant en disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait une si faible tolérance. Elle explique que c'est parce qu'elle a vécu peu de choses dans ce corps mortel. Alors qu'elle s'apprête à boire, YI l'interroge sur les deux personnalités et la personne nommée Roi Ming. L'impératrice recrache la boisson et demande s'il a vraiment rencontré le roi Ming. YI dit oui et explique que la femme s'est présentée comme un esprit piégé dans son corps, cherchant de l'aide pour s'échapper. L'impératrice confirme que c'est vrai. Le roi Ming est un esprit qu'elle a emprisonné dans un artefact pour continuer à le renforcer. YI demande si elle est sérieuse et se demande comment on peut voler l'esprit d'une autre personne. L'impératrice explique que cela implique d'écorcher la peau de la personne encore vivante, d'extraire le liquide céphalorachidien et d'utiliser des tortures sans fin pour séparer l'âme du corps et la sceller dans un artefact. Elle demande ensuite à YI s'il regrette d'avoir sauvé la mauvaise personne. Il se détend et dit non. Il a fait le bon choix. Au moins, en l'aidant, il sait ce qu'elle veut. Mais avec le roi Ming, il n'a aucune idée de ses intentions. L'impératrice dit qu'il a pris une sage décision car si le roi Ming s'était réveillé, elle l'aurait tué. YI se demande de quoi elle parle et pourquoi il a l'impression qu'elle le trompe. Maintenant, elle se plaint de douleur à l'épaule et YI, toujours opportuniste, propose de lui faire un massage. Mais alors son ami Wu entre, les voit tous les deux et accuse YI de mentir sur ses heures supplémentaires alors qu'il est clairement à la maison. Wu remarque que YI a amené l'impératrice et dit immédiatement qu'il va partir pour qu'ils puissent avoir l'endroit pour eux seuls. Cependant, il attrape YI avant de partir, lui demandant s'il fait des choses d'adulte devant la poupée sur le canapé. YI le repousse, lui disant d'arrêter de laisser traîner la poupée gonflable. L'impératrice, quant à elle, mange calmement la nourriture que Wu a apportée. Wu demande si elle est vraiment la patronne de YI. Lorsqu'YI le confirme, Wu commence à lui offrir des choses avec enthousiasme. Il fouille dans un tiroir et lui demande d'attendre un instant. Sortant un sac suspect, il dit qu'il contient des bonbons qu'il a achetés il y a 3 jours et qu'il veut les lui donner. YI demande pourquoi Wu a caché les bonbons dans une chaussette sale. L'impératrice les regarde se disputer, disant que cela lui semble étrangement familier. Wu est à genoux, suppliant YI, disant qu'il veut assister à un célèbre spectacle de célébrités demain. Le problème était que les billets étaient épuisés, mais Wu savait qu'elle travaillait pour l'incorporation. YI lui dit d'arrêter de suivre ces célébrités d'internet, lui rappelant la dernière fois qu'il a atteint le maximum de sa carte de crédit. Mais Wu répond que YI ne comprendra jamais ce qu'est le véritable amour. Il affirme qu'il la soutient sans rien attendre en retour. YI répond seulement qu'il connaît trop bien son ami. Wu montre alors une photo de l'artiste et promet de ne pas s'inquiéter. Il s'assurera que Wu obtienne un billet. Quelque temps plus tard, l'impératrice écrit des talismans. Wu lui demande si elle est folle, et YI explique avec désinvolture qu'elle est allée dans les longues montagnes et qu'elle aime faire ça. Miu lui en donne un et lui dit d'y injecter de la véritable énergie, mais YI, étant prudent, veut savoir ce que cela fait d'abord. Elle explique que c'est quelque chose de simple pour l'aider à accumuler plus d'énergie. Puisqu'il est sur le point d'avancer, cela pourrait être très utile. Il demande si les cieux le puniront pour l'avoir utilisé, et elle répond qu'il est loin d'être assez important pour attirer ce genre d'attention. Elle se lève ensuite et dit qu'elle va aussi cultiver car elle ne peut pas se permettre de perdre du temps. YI pense que c'est l'occasion idéale d'aller voir une célébrité d'internet avec son ami. Le lendemain, l'événement a lieu.
Zhang du travail, le bouc émissaire évident, est celui qui a obtenu les billets pour YUI. Il les lui remet et s'en va, disant à YUI de s'amuser. Wu le remercie, l'appelant un vrai frère. Sur les lieux, YUI demande de quoi parle l'événement. Wu explique qu'il s'agit de promouvoir le mal urbain pendant une journée, mais il ajoute rapidement que l'événement lui-même n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui se passe sur scène. La célébrité remercie tout le monde de la soutenir autant. Wu demande à YUI si elle n'est pas la chose la plus mignonne qu'il ait jamais vue. YUI est d'accord, mais ajoute qu'une femme ne devrait pas compter uniquement sur son apparence. La jeune fille entend cela et ne semble pas ravie. Puis un autre homme monte sur scène et elle dit qu'ils doivent soutenir tous les vendeurs et bâtir une meilleure ville ensemble. Elle enlève sa sandale et marche vers l'homme comme si elle planifiait quelque chose de sinistre, disant que ceux qui n'écoutent pas les conseils méritent une punition. Wu se met naturellement à crier qu'il veut être puni aussi. L'homme au sol semble s'amuser, et YUI remarque que quelque chose ne va pas. Soudain, l'homme lui mord le pied, et la jeune fille demande si c'est un acteur. YUI le propulse en avant en disant qu'il va l'aider. L'homme continue de dévorer son pied jusqu'à ce que Wu le percute, lui disant de reculer. Les deux hommes échangent des regards noirs pendant une seconde avant de recevoir un coup de poing au visage. La foule se précipite en criant de ne pas toucher Yan Yan. Mais Yan Yan ignore tout le monde et s'approche de YUI, le remerciant de l'avoir aidé à temps. Émue, elle dit que sans lui, elle ne sait pas ce qui serait arrivé. Wu, déjà épris, murmure que son charme est difficile à résister. Cependant, les gens à proximité remarquent quelqu'un d'autre tenant sa main et se précipitent en avant, disant à YUI de lâcher prise. YUI essaie d'expliquer que quelque chose ne va pas, mais il ne semble pas non plus pouvoir lâcher prise. Yan Yan demande si elle est plus forte qu'il ne le pensait, tandis que YUI se demande pourquoi elle le provoque. Elle finit par lâcher sa main et dit qu'elle est sûre qu'il peut gérer ça, mais YUI ne veut pas être impliqué dans cette folie et s'enfuit. Plus tard, il est dans une ruelle, épuisé d'avoir fui ses fous. C'est alors qu'un homme en costume apparaît, disant qu'il l'a enfin trouvé. YUI demande à l'homme d'être raisonnable, expliquant qu'il n'a rien fait de mal. C'est Yan Yan qui est folle. Mais avant qu'il ne puisse terminer, l'homme lui tranche presque la gorge. YUI demande qui il est, mais l'homme est plus intéressé par la façon dont YUI a esquivé l'attaque. Maintenant, il est convaincu que YUI est impliqué dans la mort du fils du vieil homme. YUI se rend compte que l'homme a la même énergie que ceux qui l'ont attaqué auparavant. Il charge l'homme en utilisant la foulée instantanée pour se placer derrière lui et lui assène un coup de poing qu'il envoie contre le mur. YUI s'approche, une main dans sa poche, et dit qu'il lui a laissé quelques côtes intactes parce qu'il a besoin d'informations. Soudain, YUI est presque touché par un orbe noir et projeté en arrière. Un homme chauve apparaît et demande pourquoi YUI est si rapide. Deux autres apparaissent derrière lui, disant qu'il vaut mieux les éliminer ensemble et partager la récompense plus tard. YUI n'est pas sûr de pouvoir gérer trois adversaires à la fois. Juste à ce moment-là, Wu apparaît, disant qu'il l'a enfin trouvé et le remercie de l'avoir projeté sur Yan Yan. Mais alors Wu remarque tous les hommes qui les entourent et demande s'il est arrivé au mauvais moment. L'homme chauve répond, non. Vous êtes arrivé au moment idéal. Wu est presque écrasé, criant à l'aide et demandant ce qui se passe. YUI frappe l'homme chauve, mais sait que les choses se sont compliquées car il doit maintenant protéger quelqu'un d'autre. Il dit à Wu de courir vers lui, mais deux autres hommes apparaissent, déclarant que personne ne repartira vivant. Soudain, un nuage de fumée remplit l'air. Dans la confusion, l'un des hommes donne accidentellement un coup de genou à son allié. Il s'excuse, et l'autre lui dit de faire attention. En regardant autour d'eux, il ne trouve pas où sont passés YUI et Wu. Yan Yan apparaît soudainement et sauve YUI. Un peu plus tard, ils sont tous épuisés et Yan Yan dit que cet endroit est assez sûr. Elle explique que ces hommes sont de la Légion martiale mais n'oserait pas les poursuivre ici. Wu est étalé sur le sol, marmonnant qu'il n'arrive pas à croire qu'il a été sauvé par sa déesse. YUI se présente à Yan Yan et dit qu'il lui doit une faveur, mais elle lui demande simplement de n'en parler à personne car elle ne veut pas se faire une réputation. Wu, maintenant épris, se demande comment il a pu penser un seul instant qu'elle pourrait être un démon. Soudain, Yan Yan change d'expression et demande s'il peut l'entendre. YUI demande, entendre quoi? Elle dit, évidemment, c'est le son de votre battement de cœur. Elle explique qu'il vient d'être sauvé par une adorable jeune fille modeste avec un bon cœur qui ne demande rien en retour. Vous devez sûrement penser qu'elle est parfaite comme future épouse. C'est pourquoi son cœur s'emballe. À ce moment-là, YUI réalise que cette fille est folle. Plus tard, au parc, YUI demande pourquoi, si elle est si douée, elle ne s'est pas défendue contre le type sur scène. Elle explique que c'est la politique de l'entreprise. Elle doit paraître vulnérable et faible. C'est la seule façon d'être quelqu'un que tout le monde veut protéger. YUI pense que son pauvre ami est toujours trompé. Il lui dépose des questions sur la Légion des artistes martiaux. Yan Yan est surprise qu'il ne le sache pas et explique qu'il s'agit d'un groupe d'assassins qui, bien sûr, utilise les arts martiaux. C'est une organisation clandestine bien connue, mais s'il veut en savoir plus, il devra assister à plus de ces événements. Elle lui offre une réduction s'il le fait. Shigen dit qu'elle lui accordera 20% de réduction s'il se décide rapidement. Trop tard.
YUI est déjà de retour en ville, réalisant qu'il doit devenir plus fort à cause de cette étrange légion. Il se souvient que Miyoshi a mentionné qu'il aurait besoin d'un jade spirituel et décide de l'appeler. Elle lui dit d'aller dans une boutique de jade, d'injecter de l'énergie dans les pierres, et il saura laquelle est spirituelle. Avant qu'il ne puisse en dire plus, elle dit qu'elle doit retourner à sa pratique et raccroche. YUI se souvient qu'il a gagné une récompense pour avoir choqué ces types dans la ruelle. Il semble s'agir d'une technique de pénétration, bien qu'il n'ait aucune idée de ce que cela signifie. Pour la tester, il l'utilise et regarde une femme, réalisant qu'il s'agit d'une technique de pénétration visuelle qui lui permet de voir son squelette. Peu impressionné, il se plaint que le système semble vouloir faire de lui un médecin orthopédique. Plus tard, la scène se déplace vers un marché d'antiquités. Des hommes regardent YUI injecter de l'énergie dans des morceaux de jade, les purifiant au passage. Le commerçant demande s'il a une sorte de fétichisme du jade plus qu'il en bave. YUI demande le prix. Le commerçant loue son sens de la qualité et dit qu'un morceau de jade vaut 2 millions. Gêné, YUI répond que le jade est encore plein d'impuretés, alors il ira voir ailleurs. En partant, il murmure que ce type vole plus ses clients qu'une banque. Soudain, Xiaotu voit YUI et lui demande ce qu'il fait là. Il explique qu'il recherche une amulette de jade, et elle dit que c'est une coïncidence car ils le sont aussi. Elle le présente à son grand-père, disant que c'est le type dont elle a parlé l'autre jour. YUI salue le vieil homme qui se présente comme Wang. Wang mentionne qu'il a entendu Xiaotu dire à quel point YUI est fort et comment il l'a vaincu dans un combat. Pour cette raison, il aimerait inviter YUI à un duel. Cependant, YUI veut immédiatement refuser, disant que le vieil homme exagère. Wang s'excuse, disant qu'il est devenu curieux et a agi de manière imprévisible. Xiaotu leur dit qu'ils s'en vont et dit qu'ils peuvent jouer quand ils en auront l'occasion. Alors que YUI regarde le vieil homme s'éloigner, Wang essaie soudainement de le frapper, mais YUI est prêt. YUI demande si Wang n'est pas trop vieux pour utiliser des sales tours comme celui-ci, tandis que Xiaotu semble alarmé, demandant ce que fait son grand-père. Wang déchire sa chemise tandis que ses muscles gonflent, disant qu'il ne laissera personne voler l'admiration de sa petite fille. Il dit à YUI de se préparer, car aujourd'hui il découvrira la force de la sagesse. Il se prépare brièvement avant que Wang ne lance une rafale de coups de poing sur YUI. Xiaotu supplie son grand-père de se calmer, disant que ce n'est pas si grave. Mais YUI répond que maintenant il doit se battre pour sa dignité. Wang complimente les compétences de YUI, mais dit qu'il est encore loin de mériter l'admiration de Xiaotu. Xiaotu s'enfuit en disant qu'elle devra trouver Sir Ling pour arrêter ça. Wang saute sur YUI, activant un coup de poing flamboyant. YUI parvient à bloquer, mais lutte pour trouver une ouverture pour une contre-attaque. Puis il se souvient de la technique de pénétration. Alors que Wang se rapproche en demandant si YUI ne peut pas suivre, YUI combine la technique de pénétration avec un point céleste et assène un coup de poing directement sur le point faible de Wang. La combinaison des techniques fonctionne mieux que ce que YUI attendait, et le système le félicite, débloquant le point de pénétration. YUI charge sur Wang, disant qu'il est temps de contre-attaquer. Wang sourit, disant qu'ils vont régler ça avec un coup de poing. YUI remarque que le point faible de Wang est sur son épaule, mais malheureusement, Wang esquive. Wang se moque de lui demandant s'il est à court d'énergie. Wang assène un coup solide à l'estomac de YUI, le faisant cracher du sang et s'effondrer. Wang se dépoussière les mains en disant que YUI a besoin de plus de pratique. Quelque temps plus tard, YUI se réveille en se demandant ce qui s'est passé. Regardant sur le côté, il voit quelqu'un debout devant lui. C'est l'impératrice qui commente qu'elle ne savait pas qu'il avait l'habitude de dormir dans la rue. YUI demande pourquoi elle est là, et elle répond qu'elle a entendu parler d'un four de raffinage à proximité et a pensé qu'il devrait jeter un coup d'œil. Elle s'accroupit devant lui, saisit ses vêtements, et il demande désespérément ce qu'elle fait. Elle répond que, heureusement, il n'est pas gravement blessé et ajoute que la cultivation de Wang est la meilleure qu'elle ait vue ici. Se levant, elle lui conseille de prendre cela comme une leçon. Il ne devrait pas se battre sans être assez fort pour cela. Luttant pour se relever, YUI dit qu'il a été forcé de se battre et se souvient que pendant le combat, il a utilisé la technique de pénétration et a remarqué une blessure à l'épaule de Wang. Il dit qu'il s'est arrêté avant de frapper directement car cela aurait causé de gros problèmes. YUI se demande si elle s'inquiète vraiment pour lui. Il tend la main pour saisir la sienne en disant que ce n'est rien de grave et suggère qu'il parle en marchant. Cependant, elle lui demande de ne pas la toucher puisqu'il est tout sale. Pendant ce temps, ailleurs, Wang se demande où son petit lapin est allé et sourit, acceptant que le garçon qu'elle a présenté était effectivement fort. Il se souvient de ce dernier coup de poing de YUI, admettant que c'était dangereux. Riant, il dit toujours que ses capacités sont supérieures même s'il ressent une immense douleur à son épaule gauche. À ce moment-là, il entend Xiaotu appeler Sir Ling, disant qu'ils l'ont trouvé. Regardant les deux, il pense qu'il devrait juste faire semblant d'être inconscient. Ailleurs, Go est avec une femme dans une boutique de jade. Elle le remercie de l'avoir aidé, l'étreint, et dit qu'à la fête de la semaine prochaine, elle sera la plus éblouissante. Go répond, bien sûr, qu'il l'aiderait puisque leurs familles sont des amis proches. Mais dans ses pensées, il pense seulement que si elle n'allait pas s'occuper de YUI,
personne ne serait son ami. La femme demande qui est celui qui a offensé Gu et ajoute qu'elle est même allée chez sa sœur où elle a mangé des raviolis en discutant. Agacé par son excès de proximité, Gu pense que cette femme ne se soucie que de manger. Quelques minutes plus tard, YI arrive à la boutique de Jade et dit qu'il prendra l'une des pierres. Il a demandé au vendeur de l'ouvrir. Et quand il le fait, il découvre un jade massif à l'intérieur. Il explique que les 3 dernières pierres que YI a choisies étaient toutes remplies de jade. Les gens dans la boutique sont confus car les pierres qu'ils choisissent ne contiennent jamais de jade. Confiant, YI dit qu'acheter du jade là-bas est très rentable. Regardant les pierres sur le comptoir, il pense qu'en utilisant sa technique, il peut faire ce qu'il veut. Il demande à l'impératrice si les pierres qu'il a choisies sont suffisantes, et elle répond qu'elles sont déjà utilisables. Il prend une des pierres et dit qu'elle pourrait l'utiliser comme accessoire. Plaçant la pierre près d'elle, il commente que ça lui va bien et suggère qu'elle pourrait en faire un pendentif ou quelque chose comme ça. Embarrassée, l'impératrice se détourne, disant qu'elle n'utilise pas de telles choses. YI demande si elle n'achète pas habituellement d'accessoires, et elle répond que ce n'est pas ça, mais qu'elle ne porterait pas quelque chose d'inférieur et plein d'impuretés. YI remarque qu'avoir de l'argent est incroyable. À ce moment-là, la femme qui était avec Gu arrive sur les lieux. Gu demande ce qui se passe, et le commerçant excité dit que le jeune homme a apporté 2 raretés à la boutique, du verre impérial et des émeraudes rouges. Il se tourne vers YU et le félicite d'avoir révélé ses trésors dans le magasin, ce qui renforce également la réputation de la boutique. Sarcastiquement, YU répond qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un tel endroit appartienne à quelqu'un comme Gu. Cet homme se met en colère en entendant YU parler comme ça, mais il pense qu'il est rare qu'il vienne ici pour choisir une pierre pour sa sœur Xiaokui, donc il se sent complètement vaincu cette fois. Xiaokui se demande à ce moment-là si ces jades impériales sont plus précieuses que le collier que Gu lui a offert. Elle s'approche de Gu et lui demande s'il connaît ces personnes. Il répond que ce type l'agace partout. Alors elle dit, donc c'est ce type, ajoutant qu'elle n'avait même pas besoin de le chercher car YI s'est présenté juste devant elle. Pointant son doigt sur lui, elle ordonne à YI de laisser les jades et de s'excuser auprès de Go pour mettre fin à cette affaire. Souriant, YI dit que quand ils faisaient leurs courses, il pensait que Go avait un problème d'estomac parce que même le riz le plus doux doit être mangé en grande quantité. Il continue en disant qu'il respecte toujours les gens, mais s'ils aiment tellement ce morceau de jade, il paiera 100 millions pour cela. Agacée, la femme demande si YI vient d'une autre ville et est venu ici pour mendier. À ce stade, Gu fait un signe de tête à ses gardes du corps qui s'approchent de YI et disent qu'ils ne lui feront pas de mal, mais YI sourit avec confiance. Avec un seul coup de poing, il met les 2 hommes KO laissant Gu terrifié. Bégayant, Gu demande ce que YI va faire. YI commente qu'il a remarqué que Gu n'est pas en bonne condition ces derniers temps et demande si ses intestins vont mieux. Se souvenant de ce jour fatidique, Go se rappelle qu'il est allé chez le médecin et qu'il avait une infection mais pensait que c'était un secret privé. Go demande comment YI le sait si cela avait quelque chose à voir avec lui. Tapant Go sur le ventre, YI dit qu'il vaut mieux créer du trafic qu'un blocage. Il dit ensuite que c'est assez de conseils et prend congé. L'impératrice demande ce que YI fait. Alors qu'il quitte la boutique, il dit que c'était juste un petit détail et l'appelle à venir avec lui. Cette tape de YI a déclenché quelque chose dans le corps de Gu. Il se penche, agrippant son estomac, disant que ça fait mal. Xiaokui arrive derrière lui à ce moment-là et demande s'il va bien. Il essaie de lui dire de ne pas s'approcher, mais il est trop tard. Une explosion se produit. Xiaokui est couverte par quelque chose de chaud et de marron. Gu se sent soulagé à ce moment-là, mais la pauvre Xiaokui a probablement l'impression d'être en enfer. Pendant ce temps, au manoir Wang, Wang est examiné par un médecin. Xiaotu est très inquiète de la blessure de son grand-père. Le médecin dit que le flux d'énergie véritable était bloqué, mais en utilisant la technique des 9 aiguilles, la vie de Wang a été sauvée. Il explique que la blessure à l'épaule est due à une maladie chronique qu'il a depuis de nombreuses années. Wang le remercie et dit qu'il connaît bien son propre corps et qu'il ne meurt pas encore. Sir Ling dit qu'elle prendra soin de lui jour et nuit. Elle se tourne vers l'un des serviteurs et lui demande d'aider le médecin à s'installer. Xiaotu s'approche de son grand-père avec les larmes aux yeux et il lui demande pourquoi elle le plaint alors qu'il peut encore se battre. À ce moment-là, il ressent la pression d'une aura sinistre à proximité. Ling demande si c'est amusant de sortir se battre. Wang dit que ce n'est pas exactement un combat, mais plutôt une question de fierté. Elle demande ensuite si le chef de famille s'est évanoui dans la rue pour une raison aussi ridicule. Wang essaie de changer de sujet, mais Ling insiste, disant qu'il est si insouciant alors qu'elle, dans la vingtaine, a été forcée de devenir une vieille femme. Wang commente qu'avec seulement 2 ans avant qu'elle n'ait 30 ans, elle ne peut plus vraiment se dire dans la vingtaine. Irrité, Ling lui dit de retirer ça. À ce moment-là, l'un des majordomes arrive, informant Ling que certaines familles de la région ont entendu parler de la chute de Wang et sont venues lui rendre visite. Ling pense que cette visite a des motifs cachés. Wang lui demande d'aller les recevoir et de leur dire qu'il s'est seulement blessé à la main en jouant. Ling répond que ces personnes ne sont plus assez jeunes pour croire cette excuse. Wang insiste pour que Ling y aille, et à contre-cœur, elle part pour gérer la situation. Le majordome commente que le garçon qui a combattu Wang s'est présenté au marché de Jade.
Xiaotu demande à son grand-père si Ling va attaquer Yui. Il répond que la famille Wang est têtue de haut en bas, et qu'il n'y a aucun moyen de l'empêcher de faire ce qu'elle pense devoir être fait. Il ajoute que dans ce cas, Xiaotu devrait rapidement avertir le garçon et lui dire de se cacher de Ling. Xiaotu dit qu'elle va appeler Yui tout de suite. Pendant ce temps, devant le manoir Wang, plusieurs personnes spéculent sur ce qui a pu arriver à Wang. Un homme commente qu'il semble que la coopération ait pris fin après ce que le vieil homme a fait. Un autre homme dit qu'il va rapidement s'allier à la famille Liu. Un troisième homme répond que la conclusion de Monsieur Ma est trop hâtive car ils ne connaissent pas l'état réel de Wang. Il ajoute également que la gestion de la famille Wang est très réputée. Il continue, disant que le prochain chef de la famille Wang n'est qu'un adolescent lâche et que la famille Liu a vraiment été réprimée une fois. Lin Wei pense qu'il ne devrait pas traîner avec ces idiots. Mais si le vieux Wang ne va pas bien, et que le futur chef de la famille est un adolescent inexpérimenté, il a l'intention de faire preuve de bonne volonté et de nouer de bonnes relations avec elle. Un homme se présente comme Song Aliang et dit qu'il est venu rendre visite à Wang parce qu'il a entendu dire qu'il n'allait pas bien, apportant des médicaments avec lui. Il crie en demandant à être conduit pour voir Wang. Un des hommes demande si ce type n'est pas de la famille Liu. Un autre répond oui, mais il ne comprend pas pourquoi il est là. Puisque les deux familles sont ouvertement en conflit, un des gardes prévient que personne ne peut entrer dans la cour familiale sans invitation. Liang leur demande de le laisser entrer, mais le garde l'interroge sur ce qu'il fait là. Lin Wei commente que Liang doit être le chef de la famille Liu et qu'il est venu personnellement pour voir la vérité sur la famille Wang. Liang marche vers les gardes et demande s'ils ne veulent pas sauver leur maître car il a apporté des médicaments qui peuvent lui sauver la vie, mais ils ne le laissent toujours pas entrer. Frustré, Liang appelle ses disciples pour l'aider à entrer de force dans la maison de Wang. Il frappe un des gardes en disant que c'est la chance qu'il a toujours voulu de découvrir la vérité pour son maître. Ling arrive au milieu du chaos, charge un de ses coups de poing enflammés, et attaque Liang directement, le brûlant complètement malgré ses tentatives de se protéger. Ling remarque qu'il est très audacieux de causer des problèmes ici. En la regardant, Liang pense qu'elle est plus forte que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés. Il s'approche et essaie de se justifier, disant qu'il a entendu dire que Wang était malade et qu'il a apporté des pilules secrètes de sa famille pour l'aider. Mais Ling l'ignore et dit aux autres hommes que Wang va bien. Si vous n'avez rien d'autre à dire, elle leur dit de partir. Les deux hommes échangent des regards, et un demande ce qui est vraiment arrivé à Wang et s'ils peuvent lui rendre visite. Elle répond qu'il a passé la nuit à jouer à des jeux et a fini par se blesser à la main. Un des hommes pense que c'est probablement une excuse boiteuse, mais dit que si c'est le cas, très bien. Un autre homme dit que c'est bien que Wang aille bien, mais il a encore un problème à discuter. Ling lui dit de parler, et il mentionne le problème financier actuel. Un autre homme dit qu'il espère que Ling les aidera à le résoudre. Mais dans ses pensées, il veut juste profiter des avantages garantis par la famille Liu et arrêter de s'en prendre au vieil homme mourant. Ling répond que, bien sûr, elle aidera, mais les laisse décider s'ils veulent rester ou non. Ils disent qu'ils sont confrontés à une situation difficile et qu'ils partiront avant le 7e jour. Ling répond que le maître a reçu les marchandises et qu'il les remboursera certainement. En se retournant, elle se demande si c'est le plan de Wang. En regardant les hommes, elle pense que chacune de ces familles a des intentions malveillantes et que la tentation les empêchera de se retenir. À ce moment-là, Wang explique quelque chose à Xiaotu. Wang dit que les gens qui viennent dans la famille Wang vont abandonner le navire dès qu'ils seront confrontés à des turbulences. À l'avenir, quand Xiaotu devra traiter avec eux, elle saura sur qui elle peut vraiment compter. Elle demande si c'est le plan de son grand-père. Il se demande si elle pense qu'il a vécu toute sa vie en vain, mais il admet en lui-même qu'au début, faire semblant de s'évanouir semblait inutile, mais cela a fini par fonctionner à la fin. Alors que les hommes partent, Ling commente que la blessure de Wang est réelle et que si la famille Liu continue à en profiter pour les attaquer, cela sera problématique. Elle croit que Wang a besoin d'un véritable allié. En regardant les autres hommes, Léon dit que, d'après les informations qu'ils ont recueillies, il peut profiter de la faiblesse du vieil homme aujourd'hui. Il prend une pilule qu'il a apportée, la met dans sa bouche, et pense que ces pilules ont été faites pour lui. Une aura violette l'entoure, et il déclare que même s'il tombe ici, il se battra pour son maître Lu. Notre protagoniste arrive au manoir Wang à ce moment précis. Léon essaie de le frapper, mais il est repoussé par un puissant bouclier de cloche dorée. Yui se demande s'il vient d'assommer quelqu'un. La voix de Wang se fait alors entendre, leur ordonnant de laisser passer frère Lu car il est un invité personnel. Confus, Yui demande si Wang n'était pas gravement blessé et pourquoi il peut entendre sa voix maintenant. Les hommes autour sont également perplexes car c'était indubitablement la voix du vieux Wang. Encore une fois, Wang crie pour qu'on le laisse entrer. Ling, surprise, se demande si cela fait aussi partie du plan du vieil homme. Xiaotu vient chercher Yui, disant qu'elle l'attend depuis longtemps. Lin Wei reconnaît le protagoniste, tandis que Ling demande si ce Liu est un allié de la famille Wang. Pendant ce temps, à l'hôpital municipal, Shaoka est allongée inconsciente sur son lit. Gu essaie de parler avec Monsieur Liu de son état, disant qu'elle est stable et qu'il partira en premier. Voici Liu Fei, le père de Shaoka. Enragé, il dit que s'il découvre qui a jeté ça sur le visage de sa fille, il en finira avec cette personne. Un des hommes de Liu Fei apparaît et rapporte que Léon a dit que Wang allait bien.
Liu Fei commente qu'il savait qu'il y avait quelque chose de suspect à propos de ce vieil homme immortel. L'homme continue, disant que personne n'a été reçu sauf quelqu'un nommé Liu Wei, qui semble être favorisé par eux. Liu Fei répond qu'il n'a jamais entendu parler de ce type. Gu, furieuse, s'emporte, disant qu'une fois de plus, c'est ce Liu Wei. Liu Fei demande si Gu le connaît. De retour au manoir Wang, Ling demande à YUI d'entrer avec elle. Souriant, le protagoniste dit qu'il y a une personne de plus à faire entrer. Léon, qui était toujours par terre, dit que seule une tempête pourrait faire tomber un arbre. Il commence à se lever, affirmant que ce petit revers ne l'empêchera pas d'être loyal envers Maître Lu. Cependant, quelqu'un tombe soudainement sur Léon, le faisant retomber au sol. L'impératrice arrive à ce moment-là et commente qu'il serait bon d'appliquer la technique de purification du corps. Elle demande à YUI comment il ose s'enfuir et laisser autant de saleté sur son corps. Quelques scènes plus tôt, YUI s'était enfui, soulevant de la poussière qui est tombée sur l'impératrice. YUI répond qu'il était juste pressé. Quelque chose à ce moment-là attire l'attention de l'impératrice. Ling la regarde et remarque qu'il n'y a aucune trace visible de respiration, concluant que la formation de Liu Wei n'est peut-être pas si simple. Elle se tourne pour entrer dans la pièce et commente que puisqu'elle est une amie du protagoniste, elle est également la bienvenue. À l'intérieur de la pièce, Xiaotu essaie de faire connaissance avec l'impératrice et lui offre du thé. Cependant, quelque chose chez l'impératrice l'intrigue, et elle se demande si cette taille est normale. Le protagoniste demande si les blessures de Wang vont bien et ajoute que lors de leur dernier combat, il a remarqué une blessure à son épaule. Souriant, Wang commente que le protagoniste a vraiment des tours dans son sac. Il demande si ce coup de poing raté était intentionnel et dit à Liu Wei de ne pas s'inquiéter car il va bien, et bientôt ils pourront se battre à nouveau. Xiaotu demande si la blessure de son grand-père n'a pas été causée par Liu Wei. Soulagée, elle dit qu'elle pensait que Sir Ling s'occuperait de lui. Ling demande alors à Xiaotu si elle pense qu'elle fait semblant que rien ne s'est passé juste pour poignarder le protagoniste dans le dos plus tard. Xiaotu répond oui. Pendant ce temps, l'impératrice, qui s'était levée, observe les peintures sur les murs. YUI demande à Wang ce que c'est. Il répond que sa famille, les Wang, sont des pratiquants d'arts martiaux remplis d'illustres généraux. Il se lève et dit que tous ces généraux sont allés sur le champ de bataille et se sont battus courageusement pour défendre le pays. Au fil des ans, la famille Wang a progressivement gagné plus de pouvoir. Ling commente que même si les gens semblent le respecter en apparence, ils n'ont jamais ignoré le pouvoir de la famille Wang. Le protagoniste comprend alors la situation globale concernant les familles. Ling pense que permettre à Xiaotu de se rapprocher de YUI fait également partie du plan du vieil homme. En les regardant tous les deux, elle conclut que si YUI veut rejoindre la famille, il sera le bienvenu. Et en le regardant maintenant, il semble être une personne honorable. En feignant l'aggravation de son état, Wang a réussi à profiter de la situation pour manipuler de nombreuses forces martiales et tester le caractère de YUI. Ling conclut que Wang a fait d'une pierre trois coups et le considère comme très rusé. En regardant Ling, Wang dit qu'elle semble avoir compris son plan, mais au lieu de 3 oiseaux, il en a attrapé 4 d'un coup. Il commente ensuite que ces gens sont prêts à tout accepter, mais apprécient toujours de traiter avec le petit frère Liu. Il ajoute que lui et le protagoniste pourraient avoir plus de contacts à l'avenir. Cependant, YUI sent qu'il y a quelque chose d'étrange dans toute cette situation. À ce moment-là, Wang réfléchit déjà à la manière de capturer et de contrôler le protagoniste plus tard. En fin de compte, il prévoit de gagner tout en étant remercié par YUI. Xiaotu demande à son grand-père s'il prévoit d'utiliser YUI comme appât. L'impératrice dit que personne en position basse ne peut se permettre d'offenser les autres, ajoutant que personne n'a encore agi parce que le moment n'était pas venu. En regardant le vieux Wang, elle commente qu'après avoir observé la situation dans la cour plus tôt, elle craint que certaines personnes ne cherchent une occasion de se rebeller. Elle se tourne vers le vieil homme et dit qu'à ce moment-là, tout le monde dans la cour demandait que quelqu'un soit livré. Elle demande s'il veut vraiment qu'elle continue à en parler. Confus et surpris, YUI écoute la conversation tandis que Ling pense qu'à l'avenir, beaucoup de gens voudront faire tomber la famille Wang. Même s'il ne s'agit pas d'une attaque directe, cela arrivera inévitablement. Le protagoniste réfléchit à tout ce qu'il a appris et entendu sur la famille Wang et leur plan de l'utiliser comme appât. Xiaotu demande à son grand-père si cela se produit vraiment. Le vieil homme est choqué et veut savoir qui est cette jeune femme. Et en observant la grandeur de l'impératrice, il se demande pourquoi il se sent si captivé et maîtrisé par elle. Il se sentait si à l'aise avec son jugement de la situation qu'en fin de compte, il voulait juste la remercier et s'incliner. Il dit que l'impératrice s'inquiète que YUI soit une cible et que la famille Wang ne restera naturellement pas les bras croisés en ignorant cela. Il commente ensuite que s'ils ont tous les deux d'autres questions, ils devraient les poser. Xiaotu dit que YUI peut se sentir libre de lui demander s'il se sent gêné. Le protagoniste réfléchit un instant à l'héritage des arts martiaux de la famille Wang et demande au vieil homme s'il pourrait faire une copie de certains des exercices de la famille. Le vieil homme répond qu'il existe des exercices qui pourraient être utiles à YUI et l'aideront à s'entraîner aux arts martiaux. Mais il souligne qu'il ne partagera pas la technique du poing enflammé, qui est de la plus haute importance pour la famille Wang. Xiaotu fixe son grand-père, mais il dit que la mendicité ne changera pas son esprit.
YY comprend et répond que certaines techniques secondaires suffiraient. L'impératrice commente qu'elle a vraiment aimé les arbres et les fleurs de la cour Wang. Et le vieil homme explique qu'ils ont une origine ancienne, offrant de lui envoyer des semis si elle le souhaite. Cependant, elle répond qu'elle ne veut que des fleurs et des feuilles des arbres pour la consommation, car elle n'a pas senti l'arôme et le goût qu'elles apportent à la nourriture depuis longtemps. Embarrassé, le protagoniste commente qu'il avait déjà imaginé qu'elle dirait ça. Le vieux Wang mentionne ensuite que si YY le souhaite, il peut visiter une partie de la montagne que la famille possède et même la garder. L'impératrice s'enthousiasme et invite YY à visiter. Le protagoniste plaisante en demandant si elle prévoit de manger toute la montagne. Wang dit au revoir, promettant de faire des copies des exercices par certaines personnes et de les envoyer à YY. Le protagoniste le remercie et dit qu'il viendra quand il aura le temps. Ling, les bras croisés, commente que certaines personnes pensent qu'elles ont tout, mais maintenant le vieil homme a perdu ses capacités et est descendu de la montagne. Xiaotu dit qu'il est temps pour son grand-père de changer ses habitudes. Fatigué, il répond que ça suffit et ajoute qu'il ne connaît pas l'origine de cette femme, mais il est curieux de savoir ce qu'elle a l'intention de faire avec cet arbre. Pendant ce temps, chez YY, quelqu'un ouvre la porte. Son frère qui regardait une vidéo de la dernière célébrité pense que c'est YY et lui demande de l'aider à payer le loyer que le propriétaire exige. Cependant, ce n'est pas YY. Ce sont plusieurs hommes qui observaient à distance. Ils se précipitent pour le capturer. L'un des hommes demande si c'est vraiment la cible et un autre répond qu'il n'est qu'un déchet ordinaire. Le frère de YY demande qui il traite de déchet et menace de tous les abattre, mais l'un des hommes ordonne de se débarrasser de lui. Se sentant acculé sans issue, le frère de YY se prépare. Pendant ce temps, le protagoniste et l'impératrice se dirigent vers les arbres qu'elle voulait voir. YY commente qu'il y a tellement d'arbres là-bas qu'il pourrait la nourrir pendant plus d'un mois. Elle demande s'il pensait vraiment qu'elle voulait manger les arbres. Confus, il demande si ce n'est pas le cas. Haussement d'épaule, elle répond qu'elle n'est pas assez égoïste pour ne penser qu'à elle et à son estomac. Observant la qualité des arbres dans la cour tout en enlevant un morceau d'écorce, elle dit qu'elle s'était souvenue de quelques recettes d'élixir qui utilisent de l'écorce de pêcher. Ces élixirs aideraient grandement à raffiner le corps et le chi. Confus, le protagoniste demande si elle n'avait pas dit qu'elle voulait les fleurs. Elle répond que ce n'était qu'une demi-vérité. Le protagoniste s'assoit et demande si elle a un moyen de récupérer ses propres forces avec ses recettes. Cependant, elle répond que peu importe ses efforts, elle ne peut pas canaliser le QI dans ce corps. Donc, à moins qu'il n'y ait une situation spéciale, il n'y a aucun espoir pour cela. Elle ajoute que ces élixirs sont en fait pour lui, le surprenant. L'impératrice déclare qu'elle fera tout son possible pour l'aider à percer le royaume humain céleste, et avec cela, lui demande de la ramener dans son monde. Confus, il réfléchit à la demander, regardant le ciel, soupire en disant qu'il avait oublié un instant qu'elle n'est pas de ce monde. Excitée, elle répond que si le protagoniste ne se présente pas, comment l'histoire se déroulerait-elle? Elle explique que les deux camps se préparent à une bataille décisive qui durera un siècle. Et sans son implication, ces bâtards de l'Alliance ne trouveraient pas cela divertissant. Toujours dubitatif, le protagoniste demande si l'écart entre lui et le royaume humain céleste n'est pas énorme. Il continue de se demander si elle croit vraiment qu'il peut le faire. L'impératrice explique que le royaume humain céleste est une existence qui domine le monde et que très peu l'ont atteint. Il n'y a que des rumeurs à leur sujet et c'est quelque chose de complètement différent de ce que le protagoniste est maintenant. Irrité, il dit que cela signifie que ses chances sont terminées. L'impératrice s'approche, le regarde droit dans les yeux et dit qu'elle croit en lui de tout son cœur et qu'elle ne se trompe pas à ce sujet. Elle lui assure qu'elle l'aidera à atteindre le sommet de ce monde. Continuant, elle dit que percer le grand vide n'est qu'une question de choix. Enflammé, le protagoniste lui dit d'y aller. À ce moment-là, l'impératrice commente que les fleurs de Sephora sont belles et suggère qu'il les cueille. Le protagoniste plaisante en demandant si elle pense toujours à les manger. Quelque temps plus tard, dans l'entreprise où travaille YY, ils reçoivent plusieurs boîtes cadeaux. Le directeur les informe que la société pharmaceutique, Fangzhou, a envoyé les cadeaux et que c'est à cause du frère de YY. L'un des employés remarque un nouvel appareil de réalité virtuelle pas encore sorti sur le marché parmi les cadeaux. Un autre employé demande au directeur Linwei ce que YY a fait pour qu'il reçoive de tels cadeaux et pourquoi tant d'entreprises se précipitent pour lui en offrir. Linwei dit qu'ils peuvent le demander à YY lui-même quand il reviendra. La secrétaire annonce que YY est arrivé. Tout le monde salue chaleureusement le protagoniste, le laissant confus quant à la raison. À ce moment-là, le système de choc commence à émettre des bips à plusieurs reprises. YY se demande ce qui se passe. Le directeur demande à YY s'il ne le sait toujours pas, puis explique que plusieurs grandes entreprises de la ville lui ont envoyé des cadeaux. L'un des employés le serre dans ses bras et dit qu'ils doivent avoir une connexion mystérieuse. Regardant de loin, le jeune Gu demande si YY essaie de voler toute l'attention. Le protagoniste réfléchit un instant et en conclut que tout cela doit être l'influence de la famille Wang. Il dit ensuite à tout le monde que son travail ces derniers jours a dû être plus efficace, c'est pourquoi d'autres entreprises l'ont reconnu et leur demandent de choisir leurs cadeaux. Tout le monde remercie monsieur et madame Lin. Confiant, Gu dit que c'est vrai. Tout le monde devrait remercier la famille Lin car YY n'est qu'un simple employé à temps partiel.
Il ajoute que même si YUI finit avec Miyaoki, lui seul peut l'appeler par son nom, tandis que YUI devra l'appeler Madame Lin. Il termine en disant que parler de cela a enfin restauré son arrogance. Ensuite, Lin Wei invite YUI à visiter plus souvent la maison de la famille Lin, écrasant à nouveau la confiance de Gu. Lin Wei annonce que le nouveau poste de directeur appartient désormais au protagoniste. Tout le monde est choqué par cette promotion inattendue. Lin Wei continue en expliquant que ce poste est normalement réservé aux membres de la famille et demande au protagoniste de se sentir comme faisant partie de celle-ci. Cependant, YUI ne peut que penser que la famille Lin cède leur fille beaucoup trop vite. En regardant l'impératrice, il réfléchit que la famille Lin ne s'est toujours pas rendu compte que Madame Lin n'est plus la même qu'avant. En voyant les récompenses qu'il a reçues du système, YUI pense qu'il vaut mieux stocker les élixirs qu'il a obtenus. L'impératrice appelle YUI pour partir et il lui demande ce qu'elle fait. Elle explique qu'elle essaie d'éviter la famille Lin parce que même petit, le bourdonnement de ces mouches est toujours ennuyeux. Pendant ce temps, les employés ne pensent qu'aux avantages qu'ils recevront avec l'ascension du protagoniste et Gu se jette au sol, le maudissant. En arrivant au bureau du président, le protagoniste demande à l'impératrice ce dont ils ont besoin d'autre pour l'alchimie. Elle répond rapidement qu'il ne manque que quelques ingrédients médicinaux, mais suggère que pour l'instant, il devrait simplement déjeuner. À ce moment, le protagoniste reçoit un appel. Son frère, désespéré, demande de l'aide, disant qu'il a été enlevé, et ils ont exigé que le protagoniste vienne là-bas. YUI dit qu'il n'ira pas, se souvenant que la dernière fois, son frère avait appelé uniquement pour lui faire payer la note sans argent. Désespéré, son frère l'assure que cette fois c'est réel et offre même une collection importante en récompense. Souriant, le protagoniste plaisante en disant que, bien sûr, il va le sauver puisqu'il est son bon frère. À l'extérieur du bureau, le jeune Go entend tout et pense que c'est le karma pour avoir offensé la famille Liu. Quelque temps plus tard, devant le bar Moon, plusieurs serveuses servent des boissons aux clients. Le frère du protagoniste est ligoté face à une femme. Elle lui ordonne de lever la tête et de la regarder directement. Quelqu'un attrape son visage et le lève vers la femme qui étend sa main émanant une lueur rose néon. Elle demande s'il se souvient de ce qui s'est passé quand il a rencontré Jin. Hypnotisé, il répond qu'il ne se souvient de rien. La femme approuve et lui demande de répondre à ses questions sur une certaine personne. Cependant, avant qu'il ne puisse commencer à parler, une serveuse avertit que YUI est arrivé. La femme ordonne à la serveuse de l'occuper pendant un moment et la jeune fille obéit. Pendant ce temps, le protagoniste entre dans le bar avec l'impératrice à ses côtés. Elle commente qu'elle respecte la façon dont les femmes portent moins de vêtements dans ce monde, mais maintenant elles en montrent trop. À ce moment, une serveuse s'approche du protagoniste, lui demande pourquoi il est venu avec une autre femme, le serre dans ses bras et le taquine en lui demandant s'il veut plus d'excitation. Le protagoniste retire sa main de son bras et dit « c'est ennuyeux ». Il enlève le bracelet qu'elle porte, révélant que c'est une astuce pour cacher une lame. Il demande ensuite où est son frère. Rajustant ses vêtements, elle demande s'il est ici pour rencontrer quelqu'un. Et si c'est le cas, ils ont beaucoup de filles pour les servir. À ce moment, Léon et ses laquais s'approchent du protagoniste, disant que le maître de Léon s'intéresse également à lui et qu'ils vont l'éliminer pour mettre fin à toute chance d'être remplacé. Un des laquais charge sur le protagoniste, mais il abat rapidement plusieurs hommes presque en même temps. Sans laisser aux ennemis une chance de se rétablir, le protagoniste lance une puissante attaque qui projette tout le monde au loin. Lian est furieux, et Liu Wei commente qu'un chien qui n'aboie que est inutile à son maître. Le protagoniste se tourne ensuite vers Lian, le jette au sol et demande une fois de plus où est son frère. Sarcastiquement, Léon demande s'il a trop regardé de films jusqu'à ce qu'une énorme boule de fer s'écrase sur le sol où se tenait le protagoniste. L'homme qui a lancé la balle demande s'il ne peut pas simplement demander à la famille Liu d'attendre 5 minutes. En le regardant, le protagoniste se moque, demandant si l'homme a une sorte de sentiment pour lui puisqu'il le poursuit de si près. Irrité, Léon se lève et demande à l'homme pourquoi il n'a pas agi pendant que ces hommes étaient battus. L'homme dit à Léon de ne pas dire de bêtises et dit qu'il n'est pas de taille face au protagoniste. Léon se tourne ensuite vers l'impératrice pour l'attaquer, disant qu'il va d'abord s'occuper d'elle et criant qu'il est inutile d'implorer la pitié car aujourd'hui il va tous les achever. Cependant, avant qu'il ne puisse frapper, l'impératrice saisit son bras en plein vol. Le regardant de près, elle utilise toute sa force et le jette au loin. Les deux hommes regardent, stupéfaits par ce qui vient de se passer. Souriant, le protagoniste dit que si Léon avait choisi de le combattre à la place, le résultat n'aurait pas été aussi pathétique. L'impératrice commente que puisqu'ils sont ici pour sauver quelqu'un, ils devraient se battre rapidement et de manière décisive. Terrifiés, les hommes la supplient de ne pas s'approcher davantage. Elle avance et dit que s'ils ont plus de tours à montrer, ils sont les bienvenus pour les utiliser car ce sera amusant. Cependant, l'impératrice ressent soudainement quelque chose d'étrange dans son corps et s'effondre, inquiétant le protagoniste. Elle dit qu'elle se sent épuisée tout d'un coup. À ce moment, l'homme chauve reçoit un message dans son oreillette disant que l'effet pourrait ne pas durer longtemps, et il leur dit de profiter de l'opportunité. Les deux hommes, regardant le protagoniste et l'impératrice, commentent que YUI aurait dû être mort depuis longtemps. Regardant autour de lui, le protagoniste se demande si ce qui est arrivé à l'impératrice a été causé par le gaz vert dans l'environnement.
Les hommes commencent à s'approcher, et il en déduit que le gaz n'affecte que l'impératrice. La prenant dans ses bras, elle rougit et demande ce qu'il fait. Souriant, le protagoniste lui dit de ne pas s'inquiéter car ce sera bientôt fini. Il la pose sur une table à proximité et elle demande quand ce sera son tour de s'inquiéter. Le protagoniste charge sur les ennemis, mais l'homme esquive rapidement son attaque directe. L'un d'eux commente qu'il savait déjà que quelque chose clochait avec les techniques du protagoniste, alors ils sont venus préparer cette fois. Frustré, le protagoniste lui dit d'arrêter de dire des bêtises et lance une autre frappe puissante. Une fois de plus, les ennemis parviennent à esquiver toutes ces attaques. Ils commencent à tourner rapidement autour de lui, disant que c'est le résultat de leur entraînement. Le protagoniste pense que le point Yao Tao est la seule technique qu'il puisse utiliser pour le moment. Les ennemis, formant une sorte de barrière autour de lui, demandent s'il est en colère ou s'il se sent impuissant. Soudain, ils se jettent sur lui alors qu'il se tient au milieu. Cependant, avant que leurs attaques ne touchent, le protagoniste active un bouclier de cloche dorée. Les ennemis, pris au dépourvu, sont rejetés par le bouclier. Confiant, le protagoniste leur dit de continuer à attaquer alors qu'il canalise sa force dans le bouclier, projetant les ennemis au loin. Allongé sur le sol, l'un des hommes commente que l'âme de Kun a été détruite. Souriant, le protagoniste dit qu'ils ont peut-être plus de technique, mais il est plus fort que cela. La femme observant le combat de l'autre côté de la pièce se demande comment il a réussi à utiliser la cloche dorée à ce moment-là. YUI demande alors s'il reste quelqu'un à combattre, au moment où quelqu'un lance une grenade à ses pieds. Le protagoniste attrape rapidement l'impératrice et court aussi loin qu'il le peut, mais un énorme rideau de fumée s'élève, et la silhouette du kidnappeur apparaît dans la brume. Regardant cette silhouette, le protagoniste dit qu'ils sont probablement en train de tendre un piège pour le faire courir après eux. L'impératrice, agacée, demande quand il va la reposer, mais YUI en profite pour courir encore plus loin, la portant. Il la pose près d'un escalier et demande si elle s'est rétablie, ce que pourrait être ce gaz, et pourquoi il ne l'affecte qu'elle. L'impératrice répond que par son odeur, cela ressemble beaucoup à un répulsif à serpent. Le protagoniste est confus. Alors elle explique qu'en raison des tours qu'elle a pratiqués il y a des années, elle a acquis le cœur d'un serpent démoniaque. C'est pourquoi elle était la seule affectée par le gaz. Le protagoniste lui dit qu'il est là pour l'aider dans ce monde. Il demande qui pourrait être l'autre partie impliquée. Mais elle répond qu'il importe peu qui il soit car il est impossible de tirer des conclusions pour le moment. Le protagoniste suggère alors d'aller vérifier qui se trouve dans l'autre pièce. Ils reviennent et interrogent Lian sur ce que la famille Liu essaie de faire et ce qu'il y avait dans ce gaz vert. Lian répond que cela a quelque chose à voir avec le corps du guerrier, mais il n'a aucune idée de quoi exactement. Il ajoute que l'intention de la famille Liu était de se débarrasser de l'impératrice. YUI, confus, se tourne vers elle et demande pourquoi elle est la cible. Lian explique qu'il y a un mois, ils ont été chargés d'éliminer cette femme. Il continue en disant qu'il a vérifié l'endroit ce jour-là, mais plus tard, son patron a dit que le travail n'avait pas été fait proprement parce que la femme était toujours vivante. Le protagoniste se souvient alors qu'il y a un mois, il y a eu un accident impliquant son patron. Il en conclut que la femme de la famille Liu cible l'un Miaoki de ce monde. L'impératrice ajoute que les seuls qui la connaissent sont ceux de l'armée des guerriers. Le protagoniste demande si le patron de Léon arrive. Léon répond qu'il n'est responsable que du service et n'interfère pas dans les affaires de la famille Liu, concluant qu'il ne sait rien d'autre. Soudain, le protagoniste frappe Léon et se tourne vers l'impératrice, disant qu'ils savent déjà quoi faire et l'appelle à se diriger directement vers la famille Liu. Le frère du protagoniste, regardant de loin, dit qu'il savait que son frère viendrait le sauver. Mais quand il se lève, il voit le protagoniste monter dans une voiture avec l'impératrice, les entendant parler d'aller quelque part, puis regarde la voiture s'éloigner, le laissant ligoter derrière. Pendant ce temps, dans un bar à proximité, le jeune Go arrive et une serveuse le conduit à une table. Il dit qu'il ne veut voir personne pour le moment, mais finit par apercevoir le protagoniste allongé sur le sol, l'appelant par son nom. Le protagoniste dit que l'armée est venue et l'a capturé, et qu'il ne durera pas beaucoup de jours parce qu'il est gravement blessé. Le jeune Gu s'accroupit et demande si c'est vrai, disant au protagoniste de ne plus le tromper. Riant, YUI demande à Gu Xiaonan ce qui ne va pas chez lui aujourd'hui et pourquoi il réagit comme ça. Le protagoniste explique qu'il a été blessé à cause de Mademoiselle Lin, car quelqu'un voulait la tuer. Il continue en disant que la famille Liu a uni ses forces avec l'armée et ajoute que s'il meurt, le seul qui puisse la protéger est Gu Xiaonan. Désespéré, Gu demande si Lu Zeng veut éliminer Xiaoqi et si tout ce que le protagoniste a dit est vrai. YUI répond qu'il pourrait y avoir quelqu'un derrière tout ça, mais il ne sait pas qui c'est. Gu se lève et dit au protagoniste qu'il mérite peut-être de mourir, mais qu'il ne laissera pas sa chère Xiaoqi souffrir aux mains de la famille Liu. Il fait signe aux gardes à proximité, leur ordonnant de s'approcher. En sortant, il dit au protagoniste de se taire, de garder ses forces et de trouver un hôpital. Pendant ce temps, il montrera à Xiaoqi qui elle devrait vraiment choisir d'avoir à ses côtés. Quelques minutes plus tard, l'impératrice apparaît, disant qu'elle n'avait jamais imaginé que le protagoniste avait une telle capacité à tromper les gens. Le protagoniste se contente de sourire en signe d'accord.
Le jeune Gu arrive ensuite à la résidence de Yoon où elle lui dit qu'il est très attentionné de lui rendre visite après sa sortie de l'hôpital. Il demande comment se passe son rétablissement. Elle dit qu'elle va bien maintenant et ajoute que lorsqu'il y a de l'intimité entre deux personnes, des situations délicates peuvent survenir. Le jeune Gu, nerveux, se contente d'acquiescer. Elle tend à Gu un papier en lui disant que la liste des employeurs qu'il a demandé s'y trouve. Il est très excité et la remercie pour cela. Elle est également satisfaite de sa réaction et lui demande pourquoi il l'appelle toujours Sœur Yoon. Il répond que pour lui, elle est comme un petit bébé. Elle se jette alors sur lui et dit qu'elle s'en va. Quelques heures plus tard, le protagoniste attendait le jeune Go devant la maison de Yoon. Alors que Go passe, le protagoniste l'attrape en lui couvrant la bouche. Il force une pilule dans la bouche de Go et lui dit de ne pas paniquer, que c'est une pilule tonique secrète qui l'aidera à gérer sa déficience. Go se libère et demande si YUI ne devrait pas être à l'hôpital. YUI répond que la médecine moderne est tellement avancée qu'il a récupéré rapidement et que Gu n'a pas besoin de s'inquiéter à ce sujet. Furieux, Gu dit qu'il savait que le protagoniste lui mentait et ajoute qu'il l'a même fait appeler une ambulance. Mais YUI, regardant Gu sérieusement, demande s'il a compris qui est derrière tout ça. Gu se détourne et dit que non, que rien n'a été trouvé. Le protagoniste lui saisit le bras et le jette au sol. Gu demande si YUI a perdu la tête. Le protagoniste prend un appareil dans la chaussure de Gu et dit qu'il sait tout même sans que Gu ne dise un mot. YUI se souvient du moment où Gu a quitté le bar et a placé cet appareil dans sa chaussure. Gu se souvient alors de ce qui s'est passé quelques instants plus tôt. Il avait lu ce qui était écrit sur le papier et dit que le frère de l'un est derrière tout ça. Gu se tourne vers Yoon et lui demande si elle est sûre que la liste n'est pas erronée. Elle répond que seules les personnes font des erreurs, pas les ordres. Le protagoniste crie alors en demandant si Lin Wei est responsable. Gu essaie de raisonner avec lui en disant que Lin Wei n'est pas quelqu'un de facile à gérer et qu'il devrait réfléchir avant d'agir. YUI répond qu'il sait que Gu veut aider. Mais si c'est quelque chose de simple, il lui demande de ne pas s'impliquer car sinon, il finira par mourir. Anxieux, Gu demande si YUI veut qu'il fasse semblant de ne rien savoir. Mais le protagoniste ne perd pas de temps et s'en va, l'ignorant, tandis que Gu lui crie de répondre. Gu frappe le mur et crie « Comment oses-tu ne pas m'obéir ?» Il ajoute qu'il attendra le jour où YUI s'inclinera devant lui. Quelque temps plus tard, dans le bureau de Lin Mia aussi, le protagoniste est sur son ordinateur portable et trouve certaines choses. Il réfléchit un instant, réalisant que Lin Wei a causé d'énormes pertes à la famille Lin sans raison apparente, et que Lin Miaoji l'a découvert. C'est pourquoi Lin Wei veut se débarrasser de sa sœur, afin que le poste de chef ne lui revienne pas. L'impératrice entre dans la pièce à ce moment-là et dit qu'après de brefs combats, tout est devenu clair. Elle s'appuie sur le bureau devant le protagoniste et lui demande pourquoi, en tant que mortel. Il s'efforce de s'adapter. Le protagoniste répond que Lin Wei est important, mais que la clé réside dans la personne derrière lui. Il lui demande ensuite pourquoi elle rougit. Elle lève une main au-dessus de sa tête et dit qu'elle a trouvé la bonne solution pour lui. Regardant l'impératrice, le protagoniste se demande si elle est ivre et si c'est bien ce qu'il pense. À ce moment-là, il remarque une marque sur son épaule. Hwanyang s'assoit sur ses genoux et dit que finalement, ils se sont retrouvés. Elle continue en disant que la dernière fois, elle a fait un petit bilan au protagoniste et l'a trouvé très délicat, mais maintenant elle est surprise qu'il soit plus grossier et maladroit. Le protagoniste demande ce qu'elle a l'intention de faire. Elle explique que son âme a été transformée en une arme spirituelle et que, par magie noire, elle a été séparée de son corps et enchantée en une arme. Elle continue en disant que cela n'a pas été fait par l'impératrice, mais que c'est plutôt l'impératrice qui l'a sauvée. Hwanyang se souvient du passé, lorsque l'impératrice a reçu le chaudron où son âme était scellée depuis des milliers d'années, l'impératrice a dit qu'elle n'en avait pas besoin, brisant l'énorme chaudron rare qu'elle venait de recevoir. À ce moment-là, l'âme de Hwanyang s'est échappée du chaudron. Regardant l'impératrice, elle pensait que son âme se dissiperait à tout moment puisqu'elle n'était plus à l'intérieur d'un vaisseau. Mais l'impératrice, utilisant toutes ses techniques de raffinage, a absorbé la technique d'âme d'arme que Hwanyang possédait. Cependant, elle a également fini par absorber toute la rancœur accumulée pendant des milliers d'années dans l'âme emprisonnée de Hwanyang, ainsi que toute la haine cachée dans l'âme spirituelle. Essayant de contrôler l'énorme rancœur et la haine, l'impératrice a été tentée d'abandonner si elle sentait qu'elle ne pouvait pas supporter le fardeau. Malgré tout, elle a persisté en déclarant qu'un rituel sombre aussi insignifiant n'était rien pour elle. Revenant au présent, le protagoniste demande si quelqu'un qui porte une âme d'arme porte également toutes les expériences et tous les sentiments de cette âme. Roi répond qu'il est très intelligent parce que tout le monde ne pourrait pas comprendre ça. Elle ajoute que l'impératrice a été gentille avec elle et que lorsqu'elle a dû faire un choix auparavant, elle voulait également savoir si le protagoniste aurait une objection. Hwanyang prend alors la main du protagoniste et lui demande de la suivre. Elle lui montre les objets médicinaux que l'impératrice avait collectés plus tôt sur les arbres et dit qu'avec ces objets, ils peuvent fabriquer une pilule appelée King Yuan. Si le protagoniste veut s'occuper des personnes derrière tout ça, cette pilule sera très utile. Le protagoniste ramasse les ingrédients et dit qu'il ne sait pas comment fabriquer des élixirs. Hwanyang lui dit de ne pas s'inquiéter car elle est là pour l'aider. Elle place ensuite sa main sur le chaudron. Confus, le protagoniste demande ce que c'est.
Hwoanyang répond que c'est l'arme qu'elle porte depuis des milliers d'années. Et même si ce n'est pas l'objet original, il peut toujours être moulé. Le protagoniste tire alors un objet du corps de Hwoanyang. Elle explique que ce chaudron a été fabriqué avec une partie de son âme. Et même si ce n'est pas un objet réel, il servira les desseins du jeune maître. Tenant les matériaux médicinaux, elle l'exhorte à se dépêcher de les mettre dans le chaudron car elle ne peut plus attendre. Quelques minutes plus tard, le protagoniste sort la pilule du chaudron et demande si c'est terminé. Hwoanyang confirme et dit qu'une pilule suffit. La voyant à bout de souffle, le protagoniste lui demande si elle va bien. Elle répond que oui, mais utiliser un peu de son pouvoir d'âme pour fabriquer des pilules est plutôt épuisant. Cependant, elle finit par s'effondrer vers l'avant, et le protagoniste la rattrape en l'aidant à s'asseoir. Hwoanyang dit qu'elle pourrait avoir besoin d'une courte pause. Le protagoniste répond que c'est bon et qu'elle n'a pas à s'en soucier. YUI jette alors la pilule directement dans sa bouche et instantanément son corps est submergé par une énergie puissante. Il réalise qu'il a atteint le royaume du maître et déclare avec confiance à Lin Wei qu'il vient le chercher. À ce moment-là, dans le manoir de la famille Lin, l'oncle crie que s'ils échouent, le plan d'investissement dans les montagnes lointaines sera ruiné. Lin Wei soutient qu'investir dans l'examen des arts martiaux est la chose la plus importante en ce moment. Il ajoute que si aucun changement n'est apporté, il pourrait aussi bien se croiser les bras et attendre la mort. Son oncle lui rappelle de ne pas oublier qui est le véritable chef de la famille. À ce moment-là, une femme entre dans la pièce, demandant à l'oncle de parler plus gentiment et suggérant de partager une tasse de thé. Lin Wei prend le plateau, acceptant pour l'amour de sa tante, mais glisse secrètement quelque chose dans l'une des tasses avant de la tendre à son oncle, disant qu'il reconsidérera les investissements. L'oncle mentionne alors YUI, disant que si rien ne fonctionne, ils peuvent simplement lui donner le poste puisqu'il connaît bien la famille Lin, et que cela aiderait. Lin Wei quitte la pièce en silence, bouillonnant, pensant que son oncle s'accroche toujours à ce bout de terre sans valeur. Au fond de lui, il souhaite la mort de son oncle afin de pouvoir prendre le contrôle de la famille Lin et la faire revivre à sa manière. Alors qu'il descend les escaliers, Lin Wei croise le jeune Gu, qui lui dit qu'il l'attend depuis longtemps et qu'il a quelque chose à discuter. Lin Wei s'approche, demandant s'il y a une bonne affaire. Gu explique que YUI viendra bientôt s'occuper de cette affaire, mais admet qu'il voulait arriver avant le protagoniste. Lin Wei répond qu'il considère YUI comme un frère. Gu en vient directement au fait. YUI sait déjà tout. Lin Wei plisse les yeux et demande ce qu'il a fait. Gu répond que ce qu'il a fait n'a pas d'importance, mais YUI est important pour eux deux. Quelques instants plus tard, dans une pièce privée à l'intérieur du manoir Lin, Lin Wei est assis entouré de deux jeunes femmes. Un de ses gardes annonce que YUI vient de faire irruption dans l'endroit. Lin Wei leur ordonne de le laisser entrer. Se tournant vers Gu, il dit que l'information était exacte et que la liqueur a été préparée spécifiquement pour accueillir YUI. Dans son esprit, Lin Wei est déjà en train de comploter. Une fois qu'il en aura fini avec le protagoniste, il écrasera également ce lèche-botte de Gu. À ce moment-là, le protagoniste défonce la porte en déclarant qu'il a quelque chose à dire à Lin Wei. Il est surpris de voir Gu là. Souriant, Gu dit que YUI est sur le point de mourir. Lin Wei dit à Gu d'utiliser la sortie secrète derrière lui et dit qu'il va s'occuper des choses. À ce moment, un des hommes de main de Lin Wei tire sur le protagoniste, mais YUI esquive rapidement les balles, traversant les gardes comme s'il n'était rien, les mettant tous hors d'état de nuire sans effort. Soudain, Gu jette la coupe de liqueur sur Lin Wei, le faisant tomber au sol. Confus, Lin Wei hurle si Gu a perdu la tête. Ramassant un objet sur la table, Gu dit que même s'il déteste YUI, il ne laissera pas Lin Wei s'échapper. Il se souvient avoir frappé le mur plus tôt et grimace de douleur à la main. Se retournant, il trouve le protagoniste juste derrière lui, demandant ce que YUI a l'intention de faire. Le protagoniste dit que si Gu veut vraiment contribuer, il y a quelque chose qu'il peut faire. Gu attrape Lin Wei et gromme qu'il ne l'aiderait jamais, surtout après qu'il ait ordonné à quelqu'un de blesser sa précieuse Shaoka. Lin Wei essaie d'expliquer, affirmant qu'il a été piégé par un loser. Il supplie désespérément Gu de le lâcher. À ce moment, quelqu'un charge sur le protagoniste, mais YUI esquive à la dernière seconde, attrapant la main de l'attaquant et disant « Encore toi ». Le protagoniste continue, déclarant qu'il a demandé à Gu de livrer le message, mais l'intention n'était pas de sauver Lin Wei. C'était pour attirer cette personne. Il exige alors de savoir qui elle est et comment elle connaît Lin Miaoqi, ou plutôt l'impératrice de la secte démoniaque. Et c'est là que nous en restons.